Je vous fais une rapide intro sur SaaStock. Ceux qui ne connaissent pas SaaStock, levez pas la main parce que c'est la honte, mais vous connaissez forcément SaaStock. C'est l'événement qui se passe tous les ans à Dublin. C'est l'événement européen du SaaS qui a été fondé par Alex Thomas, un gars adorable. Et il nous a demandé aux bonnes volontés qui voulaient bien faire des SaaStock locaux de co-animer dans toute l'Europe, dans toutes les grandes villes d'Europe, un SaaStock local. Donc ça, c'est le SaaStock local de Paris, qu'on co-anime totalement bénévolement. On n'a absolument rien à gagner là-dedans, sauf à boire un coup avec vous après et à recevoir des gens intéressants qui nous racontent des choses intéressantes. Donc nous, on vous accueille ici chez AgoraPulse. Quand on a pris ces bureaux, j'ai dit à l'équipe, je veux des roulettes sur les benches, comme ça on pourra les pousser sur le côté et faire des événements au bureau. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu le bordélique avec des benches un peu partout. Mais comme ça, on peut vous accueillir en général à 80, 70, 80, 90, ça tient. Après, c'est dur. Nous, on est un outil de social media management, mais vous vous en foutez. Mais on est le meilleur en France. Et on a le plaisir de travailler avec Fincom, Vincent qui est là, cofondateur de Fincom, que j'aime beaucoup et qui fait un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Fincom et qui permet de mesurer son MRR, son ARR, son churn, sa rétention, ses cohortes et tout ça. S'il y a parmi vous, il y en a qui utilisent d'autres outils que je ne nommerai pas mais qui sont beaucoup moins bons, n'hésitez pas à regarder Fincom parce qu'il est beaucoup mieux et plus abordable. Voilà, ça c'était quart d'heure promo. Et on a le plaisir ce soir d'accueillir notre co-organisateur Sébastien Daune qui va torturer notre speaker qui, je vais le laisser se présenter, qui a été adoubé par le grand Guillaume Moubèche ici présent et qui est très content, je crois, de l'avoir adoubé. Donc voilà, il va nous raconter un peu comment ça se passe, comment ça se passait avant l'Emlist, comment ça se passe l'Emlist et tout ce que vous voulez savoir, tout ce que vous avez toujours rêvé de demander à un CEO chevronné qui n'avait jamais osé le faire. Voilà. Parfait. Sébastien. Eh ben, merci beaucoup, Aymeric. Qu'est-ce que tu veux ajouter à cette excellente introduction? Eh bien, merci à tous d'être venus. Moi, je rajouterai ça. On va parler, on va essayer de faire 40 minutes. Et puis après, vous allez avoir si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. On va se réserver 15 minutes pour poser les questions à la fin. Aujourd'hui, on va parler go-to-market. Et du coup, ça tombe bien parce que Charles en connaît un rayon sur ce sujet. Peut-être te présenter vite fait pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Vu ton nombre de followers, je ne suis pas sûr qu'il y en a encore qui ne te connaissent pas, mais on va quand même tenter. Toi, tu es rentré dans le SaaS, en fait, pas par la voie qu'on s'imagine tous, surtout pour un CRO et un CEO. Toi, tu es rentré par la finance. Et tu as commencé comme ça chez Botify en tant que CFO et côté Business Operations. Donc là, c'était sur une Enterprise Motion. On en reparlera tout à l'heure. Et tu es passé de 0 à 20 millions. C'est ce que tu as vécu en fait 5 avant. 5, d'accord. Voilà. Ensuite, tu es passé chez Skello. Là, tu as pris le rôle de CRO. Motion SMB Sales-led. Donc, on verra aussi ce qu'on en parle. Là, passé de 7 à 20 avec 1 million d'ARR de croissance. Ce qui est assez impressionnant. Et puis, dernièrement, l'Emlist, rentré en tant que CEO. Et puis, tu as réussi à convaincre Guillaume de lâcher le titre de CEO. Donc, je te referai pas refaire la vidéo que tu as faite la semaine dernière. Et donc là, PLG, pur à la base. Et puis, des espaces de diversification, on en reparlera. Voilà. Et tu t'ennuies pas, parce que du coup, tu as aussi d'autres projets. Tu es aussi investisseur. Donc, ce sera intéressant aussi d'avoir peut-être ton regard sur certains fondeurs qui sont là, en fait, de savoir ton regard, toi, avec toutes ces casquettes, comment tu analyses des choses, s'il y a des gens qui ont des questions là-dessus. Et puis, puisqu'on est dans la promo aussi, moi, il y a une association dont tu es co-fondeur, en fait, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Business Operation Network. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la communauté RevOps en France et francophone, même si ça s'ouvre. Et je vous recommande en fait d'aller voir, il y a toujours plein de choses hyper intéressantes à voir. Est-ce que tu rajouterais quelque chose à ça Non, je ne sais pas si on m'entend bien. Vous m'entendez tous? Ouais, ok. C'est trop bizarre ce truc. Non, c'est très bien, c'est ça en effet. Donc moi, en 2 mots, donc à la base, je suis plus un produit de la finance. Donc j'ai fait presque 10 ans de ma vie à faire des tableaux Excel et des PowerPoints. Et après, je suis passé en start-up et donc on m'a donné ce que j'étais censé faire, c'est-à-dire des tableaux Excel et des PowerPoints. Et très vite, j'ai voulu faire autre chose. Donc j'ai commencé à m'intéresser donc d'abord aux opérations, donc RevOps, notamment beaucoup du CRM et de comment on fait pour que les équipes commerciales, donc
go-to-market soit plus efficace. Et ensuite, de fil en aiguille, je voulais avoir plus d'impact. Et en fait, pour avoir de l'impact, en fait, il faut se rapprocher de ce qui génère de l'argent. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'essayer de devenir CRO. On m'a fait confiance. Et puis plus récemment, CEO, où du coup, j'ai l'ensemble des fonctions. Et c'est super intéressant. Super. Peut-être avant de commencer, en fait, directement dans le vif du sujet, on a parlé de différentes sales motions. Je pense que ce serait peut-être intéressant de refaire un petit point. Comment toi, tu vois, en fait, ou comment tu définis, toi, les différentes sales motions? On a parlé de PLG, SMB Sales Led, Enterprise. Qu'est-ce que toi, tu mets comme caractéristique et comment on structure? En fait, c'est sûr que déjà GTM, ça veut dire go-to-market. Donc pour moi, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que ça couvre vraiment l'ensemble de comment tu génères, comment tu emmènes un produit ou un service sur un marché. Et donc ça couvre des activités qui peuvent s'appeler du marketing, des activités qui peuvent s'appeler du sales, même de la gestion client derrière, parce que la gestion client, elle peut ramener de l'upsell et normalement, elle continue à générer du business dans la durée. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce terme go-to-market. Et en fait, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un peu des grandes catégories. Il y a les produits qui se vendent un peu, qu'on dit un peu tout seul, et les produits où il faut parler à un humain. Moi, je préfère le terme self-service au mot PLG, parce que le mot PLG, il est un peu galvaudé dans le sens où, en fait, pour moi, le PLG, c'est Calendly, quoi. C'est t'envoies des Calendly aux gens, et du coup, ils voient qu'il y a Calendly, donc ça fait de la brand via une activité. Donc pour moi, c'est une sorte de grosse loupe, c'est-à-dire les gens, ils voient Calendly, ils connaissent Calendly grâce à l'utilisation de Calendly, et donc c'est le product qui lead la grosse, c'est-à-dire le produit, il amène de la croissance. Je trouve qu'après, les produits comme Lemlist, pour le coup, pour moi, on est plus self-service que PLG. C'est-à-dire, en fait, c'est un produit qui se vend en ligne où les gens ils s'abonnent tout seuls. Donc moi déjà je fais cette différenciation de est-ce que tu dois parler à un humain pour devenir client ou est-ce que tu ne dois pas parler à un humain, donc c'est assez simple. Et après il y a des tailles d'entreprises que tu peux adresser et donc souvent on parle de SMB, mid-market, enterprise. Donc enterprise c'est vraiment tu vas taper des grands groupes, pour moi c'est quand tu commences à être au-dessus de 100 000 euros d'ARR, enfin d'ARPA, voire au-dessus. Mid-market pour moi ça va être entre 10, 20 et 100 du coup, et SMB ça va être tout ce qui est en dessous de 10. Et en fait ce qu'on voit c'est que il y a quand même le PLG, c'est rarement une motion qui est un bon fit pour de l'enterprise. Et inversement, quand tu veux faire de l'enterprise, c'est plutôt, en général, tu fais plutôt du sales-led parce que c'est rare que Carrefour aille se sign up sur ton site. Alors ça arrive chez plein de gens, mais après, ça risque de ne pas être suffisant pour vendre. Si tu as juste Carrefour qui sign up, la probabilité que tu fasses du business avec Carrefour, elle est très faible. Donc c'est là où après, tu as des notions de product-led sales, c'est-à-dire tu vas identifier une opportunité avec Carrefour. Et là, tu vas faire en sorte que ton commercial il développe le compte pour avoir un maximum de chances de signer. Et donc voilà. Et pour moi, c'est hyper important. Et je vais donner l'exemple de Botify, mais en fait, c'est hyper important d'avoir quand même le bon go-to-market fit, surtout pour des entrepreneurs, s'il y en a ici, parce que tous les go-to-market ne sont pas adaptés. Déjà, moi, je pense qu'il y a un des learnings que j'ai pour vous. Et c'est un exemple perso d'un pote qui avait lancé un produit qui était un super bon produit, qui était franchement aussi bien que Content Square, sauf que Content Square faisait genre 80 millions d'ARR à ce moment-là et lui il faisait 0. Il avait un produit qui était ISO et il était en self-service. Il disait c'est sûr que tout le monde va se rendre compte que mon produit est génial. Et il y a cette illusion, et c'était un dev, et en fait je pense qu'il y a cette croyance un peu fausse de penser qu'un produit va être découvert et de se penser que parce que le produit est bien, les gens vont en parler autour d'eux, vont trouver ça génial. En fait ça n'arrive jamais. Enfin, honnêtement, aujourd'hui il y a tellement de produits. Et d'ailleurs, même quand il avait un client qui venait, il ne comprenait rien au produit, il repartait et il ne se passait rien. Donc en fait, je pense que penser que le PLG, c'est facile quand on est early stage, je pense que c'est vraiment une erreur. C'est-à-dire, pour moi, c'est très dur le PLG en vrai. Il y a très très peu de boîtes qui arrivent. Et je ne saurais même pas dire parfaitement qu'est-ce qui fait qu'une boîte a réussi en PLG. Tu vois, parce que tu as un truc un peu magique. Donc tu vois, tu as des Guillaume qui savent le faire, mais voilà. Mais en gros, du coup, pour moi, je pense que il y a une importance très forte de choisir le bon go-to-market. Et pour moi, souvent, une startup, le meilleur go-to-market, c'est quand même le sales, en vrai. Justement, comment tu trouver le bon go-to-market c'est un peu comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ouais. Comment tu le trouves, toi? Tu as fait plein de boîtes, tu as vu plein de choses différentes. Ouais. Je pense que la première chose, c'est de se dire qu'en fait, par défaut, c'est le sales. En fait, la vérité, c'est que pour moi, le PLG, c'est souvent un move un peu de lâche, si je suis un peu dur. C'est-à-dire, en gros, j'ai pas envie de parler à mes users. Et du coup, je fais la facilité. Et en fait, l'humain, il aime la facilité. Genre, on va toujours faire ce qui est facile. On va toujours faire ce qui est simple, tu vois, dans la vie. Donc, en gros, quand tu fais un produit, c'est déjà super fatigant. Tu te dis, je vais mettre mon produit et puis ça va être good enough pour quelqu'un, tu vois. Et en fait, la vérité, c'est que la facilité, ça t'amène jamais au succès, tu vois, ou très rarement. Donc, je pense que par défaut, pour moi, le PLG, c'est pas le bon mode de déploiement d'un produit. Sauf si tu as déjà, il y a des exceptions, tu vois. Je pense que si tu as des paniers moyens très très faibles, tu vois, par exemple. Parce que du coup, un modèle sales-led, c'est compliqué. Donc si tu sais que ton audience, elle ne pourra pas payer plus que 50 euros, 100 euros par mois,
Tu vois, Skello, c'est intéressant, c'est un peu on the edge, ça fait 150 € de MRR. D'ailleurs, il y a des gens Spendesk. Moi, je me rappelle que Spendesk, je me disais déjà, c'était petit comme ARPA pour faire du sales-led, et ils y arrivaient avec genre 200 ou 300 €, je pense, à l'époque où j'étais passé là-bas. Et en gros, pour moi, je me dis toujours, donc tu as un truc, c'est tu peux pas faire du sales-led si vraiment tu es moins de 100 balles ou moins de 80. Franchement, c'est compliqué, tu vois. Tu auras du mal à le scale en tout cas. Donc, il faut trouver d'autres moyens, mais ça peut être du partnership. Enfin, tu n'es pas obligé forcément de faire du PLG. Donc, tu as un peu ce truc de panier moyen. Et après, est-ce que tu as plein de trucs. Est-ce que tu as une audience, tu vois, par exemple. Est-ce que tu as une audience que tu peux utiliser pour diffuser, pour aller plus vite, tu vois. Mais pour moi, le mindset, c'est plus par défaut, les fondeurs, ils devraient faire du sales-led. Et en fait, le PLG, c'est uniquement en seconde intention. Et le dernier exemple que je vais donner là-dessus, c'est Botify. En fait, moi, quand je suis arrivé chez Botify, c'était une super bonne techno. Et en fait, ils avaient voulu faire comme Screaming Frog, qui est un logiciel qui est utilisé en SEO, qui est un énorme succès, parce que c'est un logiciel qui coûte quasiment rien et qui, surtout, je pense, qu'il avait le bon time to market, où ils ont lancé un logiciel de technical SEO, donc pour faire des crawls de sites et tout, mais vraiment à un moment où c'était la mode, il n'y en avait pas, enfin, ils sont arrivés au bon moment, ils n'étaient pas chers et c'était facile à utiliser. Et Botify, ils ont voulu faire pareil, donc ils avaient des plans à 29 à 39 €. Et en fait, ça marchait pas du tout, parce que genre, il y avait 2000 clients à 39 €, ça payait même pas un dev, quoi. Donc et pourtant, ils disaient, on a 2000 clients, ouais, c'est génial, mais 2000 fois 39, bonne chance, tu vois. Donc en fait, et c'est marrant parce que le même produit Botify, honnêtement, entre le moment où on a arrêté le PLG et le moment où je suis parti, tu peux pas dire qu'il a fondamentalement énormément évolué sur le core product, c'est-à-dire la partie crawl de site, etc. Et pourtant, il y avait des gens qui étaient prêts à payer 200 000 € par mois pour l'avoir. Donc en fait, c'est marrant de te dire que le même produit, tu peux le vendre 39 € et 200 000 €, et franchement, c'est pas un produit qui est super différent, tu vois. Donc il y a quand même ça, quoi. Et du coup, comment tu justement ce shift là, ce que vous avez fait chez Botify et ce shift, comment toi tu l'as vécu parce que du coup, vu que tu étais CFO à l'époque, je pense que tu as dû être pas mal impliqué sur les chiffres. Parce qu'en fait, il y a souvent, moi, avec les CEOs avec qui je discute, j'en discute pas mal, ou avec les founders, les start-upers, qui se disent moi, en fait, mon produit, il peut se vendre à tout le monde, je peux faire du PLG, je peux faire de l'enterprise, je peux faire du SMB, et ils partent en fait à faire tout en même temps. On sait qu'il faut quand même avoir des limites et bien choisir pour pas trop cramer l'argent qu'on a devant soi sur le machine. Qu'est-ce que toi, tu prendrais comme clé en fait pour aller chercher en fait, et aller construire ça, et à quel moment en fait aussi tu le challenges, tu te rends compte en fait que soit ça suffit pas ou alors il faut en rajouter d'autres, ainsi de suite. Ouais, des motions. Pour moi, il y a plusieurs clés de réponse. C'est une réponse qui est quand même, c'est assez situationnel, donc tu peux pas vraiment faire de réponse généraliste. Mais déjà, moi, je connais pas forcément très bien le très early, pour être honnête. Et d'ailleurs, Guillaume le connaît mieux que moi. Et il y a un truc pour lequel Guillaume dit souvent et que je crois à fond, c'est que quand tu es founder, tu dois vendre tes premiers clients toi-même. Et ça, ça, j'en suis sûr. Et les mecs qui lèvent des fonds et qui disent je vais recruter 2 sales, pour moi, c'est carton rouge. Tu disais tout à l'heure, en gros, c'est quoi tes regards d'investisseur? Moi, un mec qui me dit je vais recruter direct 2 sales, c'est un gars, il ne veut pas être en connexion avec son marché. Pour moi, c'est difficile que ça fonctionne, tu vois. Sauf si, évidemment, c'est, je sais pas, Romain Nicoli, tu vois, j'en sais rien. Et le gars, il lève 5 bars direct, tu vois. Mais je pense que dans la majorité des cas, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le premier truc sur ça. Pour moi, la deuxième clé de réponse, c'est le focus. C'est-à-dire, je ne crois pas que tu peux… Et d'ailleurs, c'est une des erreurs qu'on a fait chez Skello, et on pourra en parler après, c'est quand tu peux… Même à la taille de Skello où j'y étais, on était plus de 100 quand je suis arrivé et genre 300 quand je suis parti. En fait, tu ne peux pas exécuter beaucoup de GTM, en fait. C'est très dur d'être bon sur un truc, en fait, en réalité. Et d'ailleurs, en vrai, les startups, elles sont mauvaises sur tout. Je veux dire, et je le pense sincèrement, et c'est un autre truc que je réfléchissais en y pensant. Nous, on a recruté chez Skello des mecs qui venaient de SoLocal, mais en termes d'exécution commerciale, ils éclatent toutes les startups. C'est-à-dire, en fait, ils savent travailler, quoi. Et en fait, les startups, elles savent pas bosser, en vrai. C'est parce que c'est tellement la culture du baby-foot et tout, je suis un peu dur, mais en fait, les boîtes tradies, et je pensais pareil avec Doctrine, parce que j'ai vu le VP marketing il y a pas longtemps, je me suis vraiment dit, putain, c'est une boîte où ils sont forts, quoi. Genre, en fait, les gars, ils n'ont pas eu beaucoup de thunes, ils ont dû être efficients, et ils ont 10 ans de travail, de réflexion, d'itération sur un truc, et ils sont forts, tu vois, et ils m'impressionnent. Et c'est rare que je me dise, les mecs m'impressionnent, quand je parle avec un marketeur, tu vois, d'une boîte, d'une startup, quoi, tu vois, je me dis, ouais, bah, il fait tous les trucs shiny, tu vois, enfin, il n'y a rien de vraiment ouf, tu vois. Et donc, pour moi, il y a quand même vraiment ça, le focus que tu dois mettre, et du coup, pour moi, souvent, c'est beaucoup de l'exécution, et de retravailler l'exécution, de l'améliorer, d'itérer, potentiellement de séparer de personnes qui ne sont pas les bonnes, d'en reprendre, etc. Tu vois. Mais c'est rare que ça soit miraculeux, que tu vas multiplier des GTM et qu'ils vont tous… Un truc qui me fait toujours trop rire, c'est quand tu builds un BP pour lever des fonds. Tu prends ton core business,
Donc tu dis, il a fait plus 30% par rapport à l'année dernière, donc tu refais 30%, puis 30%, puis 30%. Déjà, ça n'existe jamais, parce que 30%, plus c'est gros, plus c'est dur, quoi, tu vois, en vrai, de le faire passer. Et en fait, après, tu vas rajouter plein de projets. Tu vas dire, on va faire l'international, on va faire les grands comptes, et tu commences à build ton BP sur chaque truc. À chaque fois, tu as un risque d'exécution qui est encore plus grand sur le truc. Donc en fait, si tu fais juste une probabilité, une espérance mathématique, tu as un truc déjà que tu vas pas faire, c'est ton core business, et après, tu n'as que des trucs que tu vas pas faire, c'est tous tes projets, tu vois. Et comme tu en as 10, en fait, tu vas encore plus fail, tu vois. Donc je pense qu'il y a vraiment ça. Donc pour moi, la deuxième clé, c'est vraiment le focus. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas abandonner si ça ne marche pas, mais je pense que le focus, c'est un vrai truc. Ouais, là-dessus, chez Winning by Design, en fait, la statistique, le modèle mathématique de Winning by Design, c'est de dire une sales motion par 10 millions d'ARR. Ouais. Voilà, c'est ce qui est recommandé. Motion, en fait, quoi. c'est ce qu'ils ont étudié. En fait, ils ont étudié plus de 1000 SaaS aux US et ils se rendent compte que pour être successful, c'est une sales motion par 10 millions d'ARR. Ouais. Alors en France, 10 millions d'ARR. Quand tu dis une sales motion, c'est une motion. C'est-à-dire en gros, tu veux lancer du partnership, tu attends que ça fasse plus de 10 millions avant de lancer un troisième truc. T'es PLG, tu attends de faire 10 millions en PLG avant de passer sur Enterprise. Tu veux être Enterprise avant d'ouvrir SMB, et ainsi de suite. C'est ça. Alors après, on se rend compte qu'en Europe, c'est un tout petit peu plus délicat parce qu'on n'a pas la même taille de marché. Voilà, mais entre 5 et 10 millions, en fait, en dessous de 5 millions, en fait, en tout cas, c'est sûr, se diversifier, c'est prendre trop de risques d'exécution. Du coup, en fait, on va peut-être creuser un petit peu sur tes différentes expériences. Notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir tes learnings que tu as eu chez, prenons dans l'ordre chronologique, par exemple, chez Botify. Tu disais, en fait, t'es arrivé, en fait, il y avait PLG, vous êtes passé sur Enterprise, avec une croissance qui était quand même très intéressante. C'est quoi, toi, les choses que tu as appris les plus intéressantes à cette époque-là, en fait, même si, pour le coup, le business, il y a 7-8 ans, n'était pas la même chose que maintenant, mais... Ouais, je pense qu'en vrai, donc Botify, c'était, en effet, donc je suis arrivé, ça devait faire 5 millions, 6 millions. Il y avait un client US qui était eBay, je me rappelle, et qui a churné genre quasiment au moment où on a lancé les US, c'était magnifique. Et il y avait déjà une volonté du CEO de partir aux US, de s'installer avec sa famille et ses 2 enfants à l'époque, qui est parti d'ailleurs aux US le jour où je suis arrivé. La boîte avait quand même était déjà à la fois PLG à la fois sales-led. Et on a cuté le PLG très vite après que j'arrive quelques mois après. Et sales-led, et comment ils avaient fait du sales-led est quand même assez intéressant, c'est qu'en fait les fondateurs étaient super connus pour une expertise sur le SEO. Et donc en fait ils avaient accès à tout. Par exemple, les mecs de TF1 étaient hyper fans d'un des co-founders qui était trop fort. Donc en fait ils avaient un accès unfair. Ils connaissaient super bien l'industrie, donc déjà pour construire un produit qui est bien, ils savaient. Et ils avaient un accès unfair au marché. Avec des gens qui étaient fans d'eux, tu vois. Donc ça, c'est quand même un truc qui t'aide vraiment énormément quand tu crées une boîte. Donc encore une fois, tu vois, faire un truc dans un truc que tu connais, parce que c'est cool de vouloir faire un truc que tu connais pas du tout et que tu idéalises. En fait, quand tu es confronté au truc en vrai, c'est parfois beaucoup plus dur. Et si tu n'as rien de l'expertise du truc, c'est pas simple. Alors, il y a plein de gens qui te donneront des contre-exemples de on n'y connaissait rien et c'est pour ça qu'on a été successful, donc certainement. Mais moi, en tout cas, chez Botify, ils y connaissaient beaucoup et c'est pour ça qu'ils ont été successful. Donc c'est ça que moi j'ai vu. Et donc c'était des paniers moyens à genre 15, 30 000, 40 000 ARR. Et quand je suis parti de Botify, 3 ans après, il y a un sales manager qui m'a dit « Charles, c'est marrant, chaque année, tu nous disais, vous allez vendre plus cher. » Donc par exemple, je sais pas, une des années, c'était le minimum de MRR, c'est 1 500 € pour la France, 3 000 € pour les US. Oui, parce que la France, c'est toujours très galère. Et l'année d'après, c'était 2 000 € pour la France, 4 000 pour les US, 2 500 pour la France, 5 000 pour les US, etc. Et le mec m'a dit, tous les ans, tu nous disais qu'on n'avait pas le droit de vendre moins qu'un truc encore plus haut. Et tous les ans, on disait que tu étais débile et que genre, on n'y arriverait jamais. Et tous les ans, on faisait nos objes, tu vois. Donc c'était marrant parce que quand il m'a dit ça, je me suis dit, putain, waouh, genre, je ne l'avais pas réalisé, tu vois. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que, en fait, quand tu crées un truc que tu dis c'est possible, tu vois, genre c'est possible, tu vois. Et ça, je pense que ça, c'est un learnings dans ma carrière à plein de moments. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que j'ai un peu restructuré Skello à un moment où la performance n'était pas bonne quand je suis arrivé. En fait, j'ai montré que c'était possible en donnant des exemples empiriques de trucs qui marchaient. Donc, par exemple, des contrats, tu vois, tu prends 2 boîtes qui sont comparables. Alors, les sales, ils aiment bien la data parce qu'ils souvent, ils la comprennent pas trop. Donc, en gros, ils kiffent quand tu leur montres un truc qui semble vraiment logique et ça leur donne de matière à croire. Mais en fait, ce qui compte, c'est la croyance. Et en gros, tu vois, genre par exemple, chez Botify, c'était, regarde, TF1, ils payent 30 000 et ils ont moins de trafic que telle autre boîte, ils ont moins d'enjeux SEO, nanana, et l'autre boîte, elle paye 50 000. Donc pourquoi, tu vois? Et en fait, là, ils disent, ah ouais, c'est vrai, c'est intéressant et tout. Donc tu dis, tu vois, il y a plus de valeur chez TF1 et ils payent moins cher. Et donc, tu vois, tu fais switch un peu les mentalités.
Mais du coup, tu as vraiment ce truc-là de croyance. Et du coup, deux questions en fait. Quand tu as fait ça, comment tu as accompagné au-delà de leur montrer par l'exemple voilà, est-ce que tu as fait des changements de pricing tu as mis en place des changements de pricing pour y arriver Est-ce que tu as changé la structure de l'équipe vous avez changé la structure de l'équipe parce que plus on grandit sur des tailles de deal, notamment enterprise, plus il faut industrialiser, ainsi de suite. Moi, si je suis un peu provoque en vrai, je trouve que tout ça, c'est. Oui, on l'a fait et je vais donner des exemples. Mais pour moi, ça, c'est des arguments rationnels. Alors qu'en fait, 80% du travail, c'est que les gens y croient dans un truc. Et donc, en fait, on passe beaucoup trop de temps à construire des systèmes complexes, mais pas assez à convaincre les gens, tu vois, en vrai. Et en fait, ce qui fait que les gens ils font des trucs de ouf, c'est quand ils y croient. Et du coup, en fait, on se dit, je vais construire des trucs complexes, des systèmes, des operating systems et tout, tu vois, de ouf. Mais en fait, faut le voir comme un argument pour convaincre. Tu vois, genre c'est un argument et donc en fait ça va changer, donc ça va marcher. Mais pour moi, le cœur du truc, c'est la conviction. C'est pas l'operating system qui fait la performance. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout, genre 0%. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui font pas la performance et on croit que ça l'a fait. En fait, c'est les humains et c'est la motivation, c'est l'envie, c'est la croyance qui fait la performance à 80%. Mais oui, on l'a fait. Tu vois, on a créé une team de SDR. D'ailleurs, c'était un gros fail. On a fait quoi Alors, ce qui marchait bien, c'est quand même le pricing, c'est vrai. Gros fail. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché pour toi cette équipe SDR à l'époque? Moi, je pense, déjà, à la base, on avait des sales qui faisaient tout le cycle de vente et ça marchait quand même assez bien parce qu'ils vendaient aux US, ils étaient pas loin de 1 million d'ARR vendus, pas quota, genre vraiment ce qu'ils faisaient. Et en Europe, ça devait être 600, 700 000 par an en moyenne. Donc c'était plutôt des bons chiffres, tu vois. Ils étaient full cycle. Ils étaient full cycle et ils faisaient ça. Et en fait, comme il y avait des capitaux parce qu'on levait de l'argent, et que en fait tout le monde c'était la mode des SDR, on s'est dit on va faire des SDR sauf qu'on va pas en faire un, on va en faire 12, tu vois, genre donc c'était 12 SDR avec genre 6 aux US, 2 au UK, 3 en France et tout. Et en fait au final les mecs ils bookaient 8 rendez-vous qui étaient nuls, il y en avait 0 qui convertissaient et en fait ça marchait pas et on se disait faut continuer. Alors peut-être que ça aurait pu marcher mais la vérité c'est que c'est comme tout, tu vois, pour moi c'est comme quand on disait sur les channels. Quand tu rajoutes des SDR, c'est comme un nouveau channel, quoi. C'est comme un nouveau truc à exécuter. Donc tu vas pas le faire en 5 minutes et en fait, il faut le faire de façon frugale. Il faut commencer avec 1 ou 2 mecs qui sont très bons, que tu formes de ouf, qui ont des vrais succès. Et en fait, tu en fais un 3e, un 4e. Et c'est aussi ça pour moi, le learning général. Après, c'est plus des questions de scale, mais en fait, la frugalité, ça amène tellement de bonnes choses sur le long terme parce qu'en fait, ça t'apprend à vraiment exécuter mieux. Tu vois, en fait, l'argent, ça t'apprend à exécuter moins bien. Tu vois, donc en fait, c'est ça qui est compliqué. Tu vois, c'est que c'est trop facile l'argent. En fait, c'est parce que ça donne une illusion de performance. Tu vois, mais en fait, pas forcément. Tu vois. Donc bref, mais je me perds un peu dans toute l'histoire. Mais en gros, par contre, on a fait un truc qui a vraiment bien marché. Pour le coup, sur le pricing, c'est qu'en fait, à la base, les sales, ils faisaient des CV sur des docs, et donc on savait pas du tout qu'est-ce qu'on vendait, combien, à quel prix et tout. Ça, c'est vrai que c'était quand même utile de définir un peu comment on veut pricer. Parce que ça, c'est quand même assez stratégique en vrai, surtout sur de l'enterprise. En fait, les clients, ils ont besoin. Toi, en fait, tu as 2 enjeux. D'un côté, le client, tu veux qu'il ait l'impression que le pricing soit vraiment logique, que ça ne soit pas fait à la gueule du client. Mais toi, tu as envie de le faire à la gueule du client. Tu as envie de dire, ah non, ils ont plein de thunes, c'est 200 000, tu vois. Mais tu ne peux pas leur dire ça. Donc toi, ton enjeu, c'est que ça ait l'air d'être super scientifique, en même temps qu'ils puissent se comparer entre eux, tu vois. Parce que si genre Nike, il parle avec Expedia, tu vois, tu sais jamais, tu vois. Donc tu as besoin que ça soit quand même un peu logique. Donc ça, ton enjeu à toi, c'est comment tu laisses le moins d'argent sur la table. Donc parce qu'en fait, si tu fais une vente, c'est que tu n'as pas vendu assez cher. Parce que sinon, tu aurais toujours pu faire 1 euro de plus. Tant que tu n'as pas de non, c'est que tu peux toujours faire 1 euro de plus. Au moment où tu as non, c'est que là, tu es à 100%, donc il faut baisser. Tu vois, mais si tu as vendu, c'est que c'est pas assez cher. La question, c'est est-ce que c'est pas assez cher de 5%, de 20%, de 30%? Ça, tu sais pas, tu vois. Et donc en fait, c'est pour ça que, en gros, toi, faut arriver à matcher les 2 enjeux. Et pour nous, c'est donc de faire un prix qui utilise plein de paramètres, du genre par exemple c'était le trafic du site, le nombre de visites de Google sur le site, etc. Que ça ait l'air d'être bien, mais qu'en même temps, tu arrives quand même à faire un truc où c'est assez logique, tu vois. C'est-à-dire que tel et tel client, en fait, ils vont, en fonction de leur stake et de ce que tu vas leur apporter, tu captures beaucoup de valeur, quoi, tu vois, avec ce pricing mécanique. Ce que j'entends là, c'est moi ce qu'on appelle le value management en fait, expliquer, montrer en valeur, faire les bons business cases, ainsi de suite. Ça veut quand même dire qu'en fait la vente enterprise, tu as besoin d'être beaucoup plus outillé quand même, tu as des équipes plus grosses. Ouais. Comment tu les structures ces équipes comment tu les choisis en fait les profils? Ouais, nous en vrai on était, je pense que c'était quand même, on était quand même une petite boîte, tu vois, parce qu'on faisait. Quand je suis parti, on devait faire genre pas loin de 30 millions d'ARR et donc on n'était pas non plus tu vois, hyper structuré. Tu vois, on n'avait pas des gens au deal desk, tu vois, on n'avait pas ces fonctions-là que tu as un peu plus tard.
Mais moi, j'aime bien quand c'est pas comme ça. Franchement, je te le dis. Genre moi, pour moi, la vie, ça doit être simple, quoi. Tu vois. Donc le business, ça doit être simple. Et en fait, t'as des gens qui vendent. Et limite, quand tu commences à faire des trucs compliqués, en fait, plus tu as d'interfaces, moins tu es performant, en fait, en gros. Les interfaces, c'est là où il y a le plus de valeur dans une boîte. C'est-à-dire, en fait, c'est là où les trucs marchent pas et du coup, en fait, ça fonctionne pas. Donc, pour moi, moins tu as de rôles, moins tu as d'interface, plus tu es bon. Donc, en fait, c'est pour ça que j'aime pas avoir 50 000 rôles. Donc, nous, on avait des SDR à une époque. On avait quelques pre-sales quand même, parce que c'était un truc assez technique. Pour le coup, les pre-sales, ça, c'était vraiment bien parce que c'était des experts du métier qui du coup, vendaient vraiment du rêve aux clients, étaient hyper experts, parce que c'était impossible de former des sales experts sur du SEO. Et après, on avait des sales et après, on avait des professional services. Ça, c'est un truc super clé pour le coup parce que nous, c'était un outil qui n'était pas très bien adopté. Donc, il fallait le mettre sous perfusion de services. Ça, c'est d'ailleurs ce que font d'autres boîtes. Donc, je ne sais pas si je dois dire les noms, mais il y a pas mal de boîtes enterprise dans la French Tech qui, en fait, sont du service déguisé en software, quoi. Et en gros, tu as un problème d'adoption dans les grands groupes des technologies. Du coup, tu mets du conseil autour. Et en fait, tu vends, nous, on vendait par exemple, entre 20 et 40% du MRR, c'était du professional services. Et donc, le client, il avait un panel de missions qu'il pouvait utiliser. Et ça permettait d'assurer un minimum d'adoption et de s'assurer que le client captait un peu de valeur. Un jour, on a un client. Ouais. Ça, je veux dire, c'est un peu standard toutes les boîtes, mais tu dis que les boîtes françaises, mais boîtes américaines aussi. Moi, on était passé chez DocuSign. On vendait, pour le coup, c'était vraiment du SaaS, full software. Mais derrière, on avait quand même des grosses équipes de Customer Success, on a des grosses équipes de Professional Services pour justement en fait, faire en sorte que ce soit bien implémenté et huiler les machines. En fait, pareil, c'est UiPath. UiPath, c'est encore pire. En fait, j'imagine. Plus on a des gros deals enterprise, en fait, effectivement, plus on a besoin de ressources. Ouais, nous, ça, c'est un peu le truc qu'on avait un peu sous-estimé, je pense, au début. Où on avait pas mal de churn et tout parce qu'on n'avait pas assez investi là-dedans, tu vois, dans le déploiement chez les comptes. Et je me rappelle de comptes qui avaient utilisé Botify une fois en un an. Et on va en meeting, on se dit, ils payaient, je sais plus comment ils payaient, genre 100 000, un truc comme ça, ou 60 000. Et en fait, on va en meeting et genre le CSM me dit, mais c'est sûr que c'est churn et tout, tu vois, genre ils ont fait une session. Et le mec arrive en meeting et il fait oh, it's awesome, I love the tool, let's renew et tout, tu vois, genre, et il était trop content. Donc parfois c'est fou. Et en fait, le gars il était connecté une fois, il avait trouvé une info qu'il voulait, il avait trouvé ça bien et en fait pour lui ça avait la valeur que ça valait. Et bon après si je prends un peu de recul, pour moi sur les learnings sur Botify, les trucs pour vous qui peuvent être intéressants, je pense pour ceux qui s'intéressent au marché US, moi les learnings que j'ai c'est en vite fait en gros le premier truc c'est que le founder est parti aux US et je me rappelle que le premier sales qu'on a recruté m'avait dit toute ma famille m'a dit ne va pas dans cette boîte française. Parce que la France, pour eux, la France, c'est comme nous, un peu la Roumanie. Quoi. Tu vois, j'exagère, mais en fait, c'est pas du tout méchant, mais c'est juste, en fait, tu as une sorte de hiérarchisation de les Français, ça n'a rien à voir avec les Américains, c'est beaucoup moins bien, ils ne savent pas faire du software et tout. Et lui, il m'avait dit, en fait, moi, j'ai rejoint la boîte parce qu'il est venu avec sa famille. Et je me suis dit, s'il y croit à ce point-là, c'est que ça va marcher. Et donc ça, c'était comme on a recruté le premier sales qui a été un des meilleurs sales de la boîte. Le VP Sales, il a joint juste après. Donc ça, c'est un des premiers trucs. Et ça, j'y crois. Donc les boîtes qui veulent faire les US en envoyant un employé, je trouve que c'est quand même super risqué. J'ai un peu du mal à le croire. Ça, c'est le premier learning. Pour toi, il faut que ce soit un founder. Moi, je l'ai vu marcher et j'ai vu qu'il y avait des bonnes raisons pour lesquelles ça marchait. Tu vois. Donc j'y crois. Tout ça reste mon expérience. Donc après, il y a plein d'autres expériences dans la vie, mais en gros, je vous donne ce que moi j'ai vu. Après, il y a un deuxième learning qui était super intéressant, c'était sur le product market fit aux US. En fait, en France, c'était très compliqué la vente de Botify. C'était beaucoup de techniques, beaucoup de trucs très précis, etc. Et aux US, quand on a lancé les premières ventes, en fait, on n'arrivait pas du tout à vendre parce qu'en fait, on disait on est une solution de SEO. Et les mecs disaient, mais on a déjà Bright Edge, on a déjà Conductor, on est déjà équipé. Et donc pendant 3 mois, genre, on se prenait que des noms de on est déjà équipé. Et le VP Sales a été super malin, et alors il a fait avec le CEO de l'époque, il a dit comment on peut faire pour. Du coup, ce qu'on veut, c'est pas être contre eux, c'est être complémentaire. Parce que du coup, si tu n'arrives pas à rentrer quand il y a déjà les gars, c'est que tu dois être un truc qui est complémentaire avec eux. Du coup, ce qu'il a dit, c'est en fait, on va prendre un truc que tout le monde connaît, donc qui était la méthodologie SEO, c'était Crawl, Index, Rank. Et en fait, on va expliquer que le rank, eux, ils croient qu'ils font un truc, mais ils font qu'une partie du truc qui est à la fin. Mais ils font pas le début du process. Donc en fait, il a repris un framework que les gens connaissent, un process, il l'a décomposé et il a dit ouais, je sais que vous faites déjà du SEO, mais vous connaissez Crawl, Index, Rank? Oui, bien sûr. Mais en fait, là, vous faites que du ranking. Vous voulez que je vous explique pourquoi? Ouais, vas-y, explique pourquoi tu dis ça. Et en fait, tu dis pour ranker, il faut d'abord être crawlé. Et pour être crawlé, il faut utiliser Botify, tu vois. Et en gros, en changeant ça, et en fait, ça tenait en 3 slides. Et ces 3 slides, on les a utilisés pendant 2 ans.
Et les US, on a fait de 0 à, je pense, 15-20 millions d'ARR en 2 ans, quoi, tu vois, genre un truc comme ça. Et c'était que des boîtes que j'avais jamais vues. Le marché est tellement profond que tu hallucines en fait, du nombre de trucs que tu arrives à signer. Tu en as toujours des nouveaux que tu connais pas et ça fait 2 milliards de chiffre d'affaires, tu n'as jamais entendu parler, tu vois. Et donc ça, c'est ouf. Et surtout, capacité à vendre la même chose à tout le monde. Enfin, à l'impression, je me disais, ça doit être tellement chiant leur truc. Tout le temps les mêmes 3 slides et les gens achetaient, quoi. C'est là-dessus, tu vois, sur 3 slides, quoi. Donc positionnement, bien travailler le positionnement et l'analyse du marché, quoi. Ouais, exactement. Donc ça, c'est les gros learnings de Botify, ouais. En gros, et après, ne jamais recruter. Tu m'as dit les erreurs. Ouais. Tu veux que je te dise des erreurs? Ouais, bah ouais, c'est... Ne jamais recruter des sales de Salesforce. J'espère qu'il n'y en a pas. Non, mais en vrai, j'exagère. Non, mais c'est. Il n'y en a plus. En fait, En fait, c'est vrai qu'il faut comprendre, et j'ai vu un gars qui en parlait aujourd'hui, je suis assez d'accord, en vrai, c'est quand même pas du tout pareil de vendre dans des marques, dans des boîtes dont la marque est très forte et dans des boîtes dont la marque est très faible, en fait. Et du coup, il faut se rendre compte que le grind, c'est quand même le truc le plus important quand tu recrutes des gens, surtout dans les 10-20 premiers sales, par exemple, dans une équipe. Ouais. Non mais c'est ça, c'est le modulo que je dirais, je suis assez d'accord avec toi, en fait, de faire attention quand on recrute des sales de grosses boîtes, de bien garder en tête en fait que quand moi je l'ai vécu chez DocuSign ou chez UiPath, moi j'avais 15-20 personnes en fait qui bossaient pour moi sur mes comptes pour pouvoir arriver à sortir les deals à 2, 3, 4 millions, on les fait pas tout seul, hein, donc je pense que c'est plus ça après. Mais après ça dépend des mindsets. En fait tu trouves sans problème des gens qui mais il y a souvent des signaux, genre ils ont créé une boîte à côté, ils ont déjà été en start-up, tu vois, mais par contre le pur profil, c'est juste de la statistique, ça ne veut pas dire que le mec peut pas être très bon. C'est juste statistiquement, il y a des chances pour qu'il soit désillusionné. Nous, on a un gars, il est resté 2 semaines, il était sales director chez Salesforce, il est resté 2 semaines, il a dit il n'y a pas de clim. Ah ouais, d'accord, mais il n'y a pas de deal non plus, donc tu vois, genre. Non, mais... c'est comme ça que tu payais, toi. Pour avoir la clim, il fallait ramener un deal, d'accord. Non, mais c'est un peu ça. Ouais. On passe sur Scalo parce qu'il y a aussi des choses intéressantes sur cette partie-là. Je suis surveilleur. Ah putain, ça passe vite. Ouais, ça passe vite, tu parles, Putain, je ne me rends pas compte. J'espère que c'est intéressant. Dites si c'est bien. On va faire un baromètre. On va faire un vote à mi-chemin. On continue ou on s'arrête on peut faire Scalo. Allez. On va faire Scalo d'abord. Du coup, là, en fait, passer de l'enterprise à SMB sales-led, c'est quoi, du coup, en fait, toi, ton plus gros learning, en fait, de passer puis d'une équipe déjà de CFO à CRO et puis d'une équipe beaucoup plus grosse, de mémoire, elle était 2 ou 3 fois la taille. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi, cette bascule? Ouais, en vrai, je l'ai mal vécu, comme à chaque fois. Non, mais en fait, c'est des business qui n'ont vraiment rien à voir. En fait, il faut se dire que le business de Scalo, qui est du SMB avec pas mal d'autres bandes, pour vous donner une idée, quand je suis parti de Scalo, dans l'orga revenu, il y avait 170 personnes. Donc, tu as l'impression, toi, tu as l'impression que tu es normal et en fait, les gens disent oh, c'est le CRO, tu vois, t'es là, tu fais mais en fait, moi, je suis personne, quoi, tu vois, genre. Mais c'est marrant, tu vois, quand tu commences à avoir une orga de grosse taille, les gens te connaissent plus, tu vois, c'était vraiment ouf. Et en gros, en fait, le truc que tu réalises, c'est vraiment qu'en fait, c'est un business de volume et d'activité. C'est un business d'intensité, quoi, tu vois. C'est vraiment un business d'intensité. C'est un go-to-market qui est très puissant quand tu le maîtrises bien. Honnêtement, une force de vente comme Scalo, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, en tout cas dans le monde des startups, qui est capable de faire autant d'appels. Tu vois, genre nous, les BDR, parfois, ils avaient 3-4 heures de conversation par jour au téléphone. Tu vois, genre, c'est énorme. Et en fait, l'intensité qu'on a réussi à mettre, c'était parce qu'on a pris des profils qui ne venaient pas de ce monde-là. Et du coup, pour moi, c'était un vrai choc, parce qu'en fait, quand je suis arrivé, il y avait plein de sales qui étaient des gens genre de Audencia, EDEC, des l'ESC et trucs. Et en fait, en gros, c'est des gens à qui, tu vois, ils ont fait des études, ils ont grave travaillé, ils ont fait des prépas et tout. Et en fait, ils arrivent dans une boîte et on leur dit pour faire tes ops, tu dois faire du call toute la journée, à appeler des restaurateurs qui te parlent mal et tout. Et en fait, honnêtement, il y avait beaucoup de burn-out. Hein. C'était très dur parce que les gens, ils étaient super, un peu, genre, je pense là, c'est la désillusion. T'arrives dans le monde du travail et en fait on te demande d'appeler, de tout le temps appeler plus, ça suffit jamais. Le mois il recommence, t'es à 0, tu vois. Et puis c'est un métier dur le SDR PDR. Ouais, eux c'était des sales qui faisaient tout, tu vois, appeler. Ça se cycle. Et donc c'était vraiment super dur. Et en fait en réalité, ce qui a marché, et je sais pas si c'est politiquement correct, mais c'est qu'en fait on a pris des gens qui avaient pas les mêmes chances en vrai dans la vie. Et donc en fait on a recruté tu vois, genre un des meilleurs sales aujourd'hui, c'est un ancien livreur Amazon. Et il m'a dit la dernière fois, avant je gagnais 1003 ou 1004, maintenant je gagne 10K par mois. Et il me dit, personne dans ma famille me croit que je gagne 10K par mois, tu vois. Et le gars, en fait, il est trop déter. Il est premier au bureau, dernier à partir, tout le temps content, etc. Et je pense que sur des forces de vente comme ça,
c'est de l'intensité. Et d'ailleurs, Philippe, qui est le VP Sales, qui est le meilleur recrutement que j'ai jamais fait, qui venait de Solocal, en fait, c'est le gars qui a tout construit là-bas. Moi, franchement, j'ai rien construit. C'est lui qui a, honnêtement, il a tout fait. Il est tellement fort qu'en gros, il était tout le temps sur le plateau et tout, à animer, à créer de l'intensité et à toujours chercher à aller plus loin. Et en fait, moi, maintenant, j'advise des boîtes qui ont des mêmes types de motion, SMB, sur par exemple, du point de vente, des trucs comme ça. Ça, c'est des motions où il faut vraiment prendre des gens qui vont faire du volume. Et Philippe, il dit un truc qui est super intéressant. Il dit en fait, la vente, c'est un muscle et il faut que tu en fasses énormément, que tu sois exposé et que tu développes ton muscle. Et du coup, il dit le seul remède, c'est pas l'enablement, le truc, non, c'est la pratique. Tu vois. Et tu peux peut-être moins le faire quand tu fais de l'enterprise parce que en enterprise, tu n'as pas beaucoup de chances de briller. Tu vois, tu as un deal, tu vois, toi, tu avais 15 personnes qui avaient bossé pour avoir ton opportunité à 4 millions. Tu peux pas en faire 50, tu vois, des trucs comme ça. Donc, tu as intérêt à être bien formé, tu vois. Et j'aurais adoré en faire 50. Hein. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est ça la différence. C'est qu'en fait, en gros, la formation, elle est plus empirique et terrain, et elle est moins théorique, tu vois. Ce qu'on appelle le velocity, c'est vraiment le rythme qui est important, en fait, et peu importe, en fait, quelque part, le résultat, le volume, en fait, va permettre de passer au-dessus et de s'améliorer. Exactement. Parce qu'en fait, et aussi, c'est un lien avec le TAM, qui est un vaste sujet, en vrai, le Total Addressable Market, qui est un sujet qui est souvent un peu sous-estimé par les gens. Nous, chez Botify, par exemple, quand on est monté up market, on n'a pas bien réalisé ce qui était vraiment notre TAM. C'est-à-dire, en fait, que les gens qui étaient prêts à payer 100 000, 200 000, 300 000 pour avoir un logiciel de SEO technique, il n'y en a pas beaucoup, en fait, dans le monde. Et en fait, c'est assez dur parce que tu n'as pas toutes les datas que tu veux. T'as pas, tu vois, nous, par exemple, il y a plein de datas qu'on aurait aimé avoir sur le nombre de pages web qu'ils ont. Alors maintenant, tu peux l'avoir à certains endroits, mais tu vois, tu as plein de données qui auraient été utiles pour nous de savoir. Mais en fait, le truc, c'est que je pense qu'on a pas mal sous-estimé le total addressable market sur le true enterprise, tu vois, les vrais comptes enterprise. Et on se disait, je pense que tu as beaucoup aussi de. C'est facile de se mentir un peu à soi-même. De te dire, en fait, ah ouais, mais ça aussi, ça marche, ça aussi, ça marche. Et en fait, pour moi, ton TAM, c'est un peu comme ton product market fit. Tu as une sorte de niveau d'adhérence. Et tu as des comptes où tu as une adhérence qui est très très bonne et des comptes où tu as une adhérence qui est moins bonne. Et du coup, en fait, c'est pas pareil que tu n'auras pas du tout la même pénétration. Si tu as une adhérence, je sais pas si c'est un peu théorique ce que je dis, mais en gros, c'est comme tu as des comptes sur lesquels tu vas avoir une super bonne adhérence parce que eux, leurs besoins, c'est tes USP, c'est-à-dire tes unique selling points. Donc toi, ce que tu fais qui est unique, eux, c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Donc eux, tu as une adhérence très forte et tu vas réussir à bien pénétrer dans cette partie-là du TAM. Et tu as d'autres parties du TAM où en fait, l'adhérence, elle sera beaucoup plus faible. Et en fait, souvent, tu as tendance à les comparer un peu de façon ISO et à les sommer, alors qu'en fait, tu compares un peu des choux et des carottes. Et donc, c'est un gros enjeu et qu'on a eu aussi chez Skello. On a eu beaucoup de mal à savoir quel était le TAM parce que nous, tu vois, Skello, il fallait avoir plus de 10 employés pour que ça soit vraiment utile, Skello. Parce que c'est de la planification. Donc, quand tu as moins de 10 employés, souvent, tu as un WhatsApp, tu vois, tu as un Excel, tu ne vas pas forcément payer un logiciel. Et en fait, on n'avait pas cette info parce que dans la base sirène, elle est vide à 80% du temps. Et ce n'est pas une info qui est publique, tu vois, le nombre d'employés des restaurants et tout. Alors, tu peux l'approximer avec le chiffre d'affaires, mais même ça, c'est dur à avoir. Et du coup, en fait, en vrai, c'était assez dur de vraiment bien mesurer le TAM. Et ça, c'est aussi connecté avec tout ce qui est lead generation, où je pense qu'en fait, on n'investit jamais assez. C'est-à-dire, en gros, pour moi, la lead gen, c'est vraiment un truc, si tu as une bonne lead gen, ça change tout, quoi. Mais je compléterai juste un truc. Pourquoi c'est important de bien mesurer son TAM, surtout sur l'entreprise ou quel que soit le segment? En fait, on en parlait avec Salma la dernière fois, justement, de ce sujet-là. C'est qu'en fait, si tu ne mesures pas suffisamment bien ton TAM, en fait, tu as un risque en fait, de trop cramer en fait, et de trop aller trop vite. Et du coup, de te retrouver en fait, avec plus suffisamment de comptes en fait, que tu n'as pas déjà adressés. Et du coup, te retrouver avec des sales en fait, ou des SDR, BDR en fait, qui sont complètement asséchés en fait, et qui, voilà, t'as déjà brûlé tout ton marché en fait, en les harcelant d'emails ou en les harcelant de téléphone au mauvais moment. D'où l'importance en fait, de bien mesurer son TAM. En fait, je pense que ça c'est important, quoi. Je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment de bien le mesurer, d'être capable de bien le breakdown, enfin tu vois, le décomposer, d'être capable de bien savoir c'est quoi les USP de chaque TAM et du coup où est-ce que toi tu adhères beaucoup ou pas. Et du coup, ça nécessite d'avoir une bonne lead gen, parce qu'en fait, c'est relié, parce qu'un TAM, c'est de la lead generation. C'est en fait d'avoir les entreprises avec le plus d'attributs qui sont utiles pour toi. Et donc, c'est un peu la même chose. Et je pense qu'il y a aussi un autre truc avec le TAM, qui est un truc psychologique et qu'on a vu chez Spendesk. Je pense que tu confirmeras, Adeline. Mais en gros, il y a aussi les sales, ils ont toujours l'impression que tu as touché le fond. Tu vois, genre, et que en fait, c'est fini. Tu vois. Et en gros, souvent, la réalité te montre que pas du tout. Tu vois, tu l'as pas du tout fini et que tu as besoin de retravailler les comptes. Et d'ailleurs, le retravail des comptes, c'est un vrai truc à bien savoir faire. Nous, ce qu'on a, les opportunités, les contacts, on les redonnait à d'autres sales 3 mois après, et on sortait même des stats de qui a réussi à reconvertir des leads d'un autre, etc.
Mais du coup, ouais, cette partie, cette capacité, tu vois, à bien avoir un TAM bien scoré, bien ranké et tout, dès la bonne lead gen, en fait, c'est un démultiplicateur pour plein de trucs parce que ça te permet à la fois de prendre des décisions stratégiques de où tu mets de l'argent. Pourquoi? Et aussi d'avoir plus d'efficacité opérationnelle parce que tu peux mieux prioriser, mieux scorer, donc plus rappeler ceux qui sont les meilleurs. Et par contre, en faisant attention à créer aussi de la trust, de pas que les équipes commencent à se dire, en fait, on a tout appelé. Tu vois, en fait, tu as un enjeu aussi de ne pas donner que du new tout le temps. Tu donnes du new, mais tu donnes aussi des trucs qui ont déjà été appelés, tu vois, qui ont déjà été touchés. Ça me fait penser, en fait, pour ceux qui étaient là au dernier événement en novembre avec Sastock et Gaëtan Gachet d'Algolia, justement, lui disait, en fait, dans sa croissance de 0 à 100 millions, en fait, il s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, en fait, sa courbe de business, en fait, elle faisait un S. Et que oui, tu pouvais avoir de l'hypercroissance, mais au bout d'un moment, en fait, tu atteins un plateau. Et que c'est hyper important en fait, de pouvoir l'anticiper, du coup, de pouvoir, ils disent la même chose, hein, bien capter son TAM, bien le mesurer, et pour savoir en fait, à quel moment tu vas atteindre, en fait, tu vas arriver à ton plateau, pour pouvoir anticiper en tant que CEO, en tant que CRO ou autre, pour pouvoir recréer en fait, une nouvelle sales motion, une nouvelle S-curve, et d'empiler les S-curves comme ça, en fait, pour arriver à faire l'hypercroissance, quoi. Je pense que c'est une bonne transition avec l'Emlist en vrai, parce qu'on a connu un peu des S-curves et c'est exactement ça l'enjeu, tu vois, de quand tu commences, en effet, tu vois, genre je pense que quand tu masters bien un truc, tu arrives potentiellement parfois, pas toujours. Moi j'ai connu des boîtes, c'était linéaire, hein, Botify c'était linéaire, Skello c'est linéaire. S-curve, c'est quand même vraiment quand tu as un bon product market fit, je pense. Et l'Emlist, pour le coup, il y a eu vraiment des S-curves. Et donc, c'est vrai moi, je suis arrivé dans un contexte où c'était un peu un moment de S, en quelque sorte. Et pour le coup, ce qui a été vraiment, je pense qu'on en parlait avec Guillaume tout à l'heure de qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, parce qu'en ce moment, on a de la chance d'avoir beaucoup de croissance, c'est pour ça que je suis de bonne humeur. Mais en fait, c'est vrai que. Et les gens me demandent souvent, nous demandent même comment est-ce que vous faites pour avoir unlocké autant de croissance sur ce quarter. Et en vrai, la vérité, c'est qu'on ne sait pas et on sait en même temps. Ouais. On ne sait pas parce que c'est vraiment un ensemble de choses. Et moi, ce que j'ai dit la dernière fois sur LinkedIn, mais en fait, je pense qu'une entreprise, c'est vraiment un système. C'est comme un corps humain. C'est pas parce que tu as mal au pied que tu as forcément un problème de pied. Et de la même façon, en fait, une entreprise, c'est un système. Et du coup, quand tu arrives à améliorer ce système, en fait, tu vois que tu as des bons résultats. Et donc, plus concrètement, je pense que ce qui a changé peut-être et ce qui nous aide à avoir une nouvelle S-curve, j'espère, durable pour l'instant, c'est qu'en fait, je pense qu'on sait mieux à qui on vend. Et ça, c'est un truc qui est aussi un takeaway qui est assez cool, je trouve. C'est que l'Emlist, en fait, c'est un produit qui a tellement bien marché qu'il y avait en fait 4-5 différents personas avec des besoins assez différents. Donc, il y avait par exemple des sales, mais il y avait des agences de growth qui faisaient de la prospection pour autrui. Il y avait des recruteurs, il y avait des founders de boîtes. Il y avait vraiment plein de personas. Et en fait, je pense qu'il n'y avait pas encore cette réflexion de pour qui on veut faire le produit. Et du coup, quand tu fais un produit pour 4 types de personas, tu le fais un peu pour personne, tu vois. Mais par contre, c'est super dur de choisir. Parce qu'en fait, quand tu as 4 personas qui font globalement 25, 25, 25, alors c'est pas vrai parce que en plus, les founders font plus. Et du coup, tu vois, les founders, ça a représenté, je sais pas, 60% de nos clients, un truc comme ça. En fait, tu te dis, pour qui je construis le produit? Est-ce que je fais un produit pour les founders? Mais du coup, tu as des questions de est-ce que le churn des founders, il me convient et j'ai envie de le scale, tu vois, ou est-ce que je vais essayer de faire le produit pour un autre type de persona qui m'a l'air plus quali, qui est peut-être plus dur aujourd'hui parce que j'en ai moins, mais que derrière, de façon sur le long terme, ça va être mieux. Et donc, nous, ça a été un an de schizophrénie, je pense en vrai, on fait pour les founders, non, on fait pour les sales, non, on fait pour les founders, non, on fait pour les sales, où on ne savait pas choisir. Et je pense qu'on a mis longtemps à choisir parce qu'il y avait le choix du cœur et le choix de la raison. Le choix du cœur, c'était de dire, en fait, on kiffe les founders de boîte et on veut faire un produit pour eux. Et le choix de la raison, c'était, en fait, les founders, ils nous font chier, ils churn. Donc, on va faire un produit pour les sales qui en fait, ont une adoption plus large et du coup, sont beaucoup plus sticky. Je reviens sur ton image du pied. En fait, tu te considères un peu comme l'ostéo de la boîte, c'est ça? Je regarde comment tu es positionné et puis je corrige là où il faut. Ouais, médecine interne. Non, mais d'accord, je la garde pour moi, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, en fait, je voulais utiliser ça pour faire le lien sur. Ouais, elle est bien, je la garde, mais pour plus tard. Comment justement, en fait, comment tu coordonnes un peu toutes ces équipes? Parce que là, en fait, tu as quand même une équipe hyper étendue. Avec un champ d'activité hyper attendu. Comment tu arrives en fait à bien aligner tout le monde pour arriver en fait à délivrer le chiffre que tu as envie, parce que c'est pas le tout de dire vendez plus. Ouais. Alors en fait là je vais être très modeste parce que déjà je suis CEO depuis pas longtemps si on parle de l'Emlist et du coup j'ai pas encore beaucoup de recul et donc je sais pas si ce que je fais ça marche et tout en vrai. Honnêtement là on a des bons résultats mais j'ai aucune idée de si c'est moi ou quoi tu vois.
Donc je pense que je suis sûr de rien. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que ce dont je suis sûr de là où je suis fier, c'est en fait dans toutes les boîtes où j'étais, les exec meetings c'était donc le stirco. Donc en fait, moi j'ai toujours détesté le management et les boîtes qui grossissent parce qu'en fait ça devient assez politique. Tu comprends plus qui fait quoi. C'est assez insupportable comme environnement. En vrai, tout le monde t'as plus de temps qui est passé à parler des autres, tu vois, que de parler des clients, tu vois. Et en fait, c'était des environnements qui me rendaient ouf. Et du coup, ce qui est cool, c'est que chez Lemlist, avec Guillaume, on était exactement d'accord là-dessus, c'est que les boîtes qui grossissent, c'est un enfer. Comment on fait pour rester petit ? Mais en même temps, on peut pas non plus rester trop petit parce que sinon, t'as quand même envie d'avoir plus de ressources, tu vois. Et oui, quand t'as plus de ressources, t'arrives à faire en général plus si t'as pas trop de rendement décroissant. Et du coup, on a là pour le coup, donc on essaye. C'est vraiment, je pense, ça doit être mon rôle. C'est là où je suis censé faire mon taf. C'est en gros d'arriver à avoir un peu de management, tout en faisant en sorte que il n'y ait pas trop de politique et que les gens ils travaillent sur le client et pas sur l'interne, tu vois. Et donc là où je pense qu'on a réussi, c'est quand même qu'on a réussi à créer une exec team, donc des C-level qui sont super forts et qui travaillent super bien ensemble. Donc on en a dans cette salle. mais en gros, on a la chance d'avoir un comité exécutif où on a une CMO, un head of sales, un CTO, un CPO. Et la chance qu'on a, c'est qu'il n'y a vraiment pas du tout de politique. Illustration très intéressante de genre de verbatim. Par exemple, là, on veut lancer des partnerships. Le marketing propose de recruter un partnership manager. Le sales, on lui dit, on va recruter un partnership manager au marketing. Il dit, ah ouais, trop bonne idée, nanana. On lui dit, ça reporte à qui normalement ? Il dit, normalement, ça reporte au sales, mais là, ils ont la bande passante pour le faire, donc c'est cool, tu vois. Et donc lui, il était content qu'on le fasse. Il n'avait pas envie de l'avoir dans son scope. Tu vois, voilà, ça c'est l'exemple de, pour moi, une culture qui est bien. Ça ne veut pas dire qu'elle est bien à tous les égards, hein, c'est clairement pas, mais en fait, c'est des bons signes. C'est des signes de culture positive où en fait, il n'y a pas de volonté d'appréhender un scope, etc. particulièrement. Et donc comment ça se fait, ce truc-là ? Je ne sais pas encore trop. Je pense que ça se fait beaucoup par le fait de ne pas trop chercher le coupable, déjà. Enfin, en fait, je pense que c'est un peu comme quand on dit un client pas content en parle à 10 et un client content en parle à 1. C'est quand tu fais du mal à une personne, ça vaut 10 fois plus que quand tu lui fais du bien. Tu vois, et du coup, je pense que c'est hyper dur même quand tu es stressé, même quand ça va pas et tout, de rester positif, tu vois. Et moi, il y a plein de fois où je l'ai pas fait, hein, donc je suis pas en train de dire j'y arrive et tout, tu vois. Mais en fait. Moi, j'ai jamais dit en tant que sales que j'avais pas assez de leads, hein, jamais. Non, mais tu vois, genre dans toutes les boîtes, c'est les sales, ils vont taper sur les autres fonctions ou sur d'autres gens dans leur team et tout. Et en fait, je pense que le truc que moi je trouve qui marche bien, c'est d'essayer de plutôt créer une team assez diverse, de gens qui ont des edges dans des trucs précis, que tu arrives à bien faire collaborer et sans chercher de coupable. Parce que si toi tu cherches un coupable une fois, en fait ça va rester de ouf, tu vois. Et en fait après, tout le monde va un peu te mimique et tout, tu vois. Donc je pense que c'est un peu ça, mais c'est vraiment super dur en vrai de faire ça, je trouve. Juste en termes de timing, Bon on a presque fini. On avait un dernier point du coup, on en a parlé vite fait là, tu as abordé le sujet sur petite équipe, faut arriver à faire plus avec moins. Forcément, moi ça me fait venir la question de du coup quid de l'IA et des agents IA. C'est un peu le sujet où on entend tout le temps parler, mais c'est souvent comme ça que c'est amené pour dire comment faire plus avec moins, mettez plus d'agents. Ouais. T'en penses quoi toi ? En fait, moi je suis arrivé, c'est une conclusion personnelle, mais c'est qu'en fait, il y a une croyance en ce moment de dire les boîtes elles vont de plus en plus vite à 100 millions d'ARR, c'est à cause de l'IA. C'est parce qu'il y a de l'IA. En fait, en vrai, je pense que ça c'est totalement erroné, parce que en fait, quand tu regardes ces boîtes-là, quand tu leur parles, et on leur parle, parce que nous on connaît bien Eleven Labs par exemple, ils utilisent Lemlist, ils adorent et on est potes avec eux. Et en gros, Eleven Labs, tu vois, ils font plus de 150 millions d'ARR, ils sont genre 120. Alors maintenant ils recrutent parce qu'ils ont levé sur une valeur de 3 milliards, mais en gros, quand tu regardes, quand tu leur parles, il n'y a pas vraiment de process AI en vrai dans la boîte. En fait, c'est juste que c'est une boîte AI. C'est pas pareil, ça veut pas dire qu'eux ils utilisent Eleven Labs pour tout faire, il n'y a pas une RH Eleven Labs, etc. Tu vois. Donc en fait, ce qui se passe pour moi, c'est plus que les boîtes AI, il y a deux trucs. Déjà, la technologie, elle est beaucoup plus vite adoptée aujourd'hui qu'avant, parce que les gens, ils ont plus l'habitude d'acheter de la technologie. Donc en fait, c'est plus rapide, les cycles sont plus rapides, c'est plus commoditaire. Et le deuxième truc qui est, à mon avis, le plus fort, c'est que les boîtes AI, elles ont un product market fit qui est monstrueux. Parce qu'en fait, quand tu démontres, tu as un wow effect qui est tellement fort. Quand tu fais Lovable ou Vercel, je sais pas si vous connaissez, en fait, tout le monde a toujours rêvé de faire son propre logiciel et ça fait chier tout le monde de devoir avoir un CTO. Si je te dis tu n'as plus besoin de CTO, la promesse que je te donne, elle est tellement forte qu'en fait le marché il est monstrueux, tu vois. Parce qu'en fait leur promesse elle est incroyable. La promesse que tu peux faire avec l'IA elle est incroyable. Par contre le problème c'est est-ce que ça délivre sur la promesse ? Et la réponse est non. En vrai, je connais aucune boîte où ça délivre sur la promesse, tu vois. Même on a fait un event avec Alan où Alan en fait ils font un truc très intéressant, c'est que ils forcent à utiliser l'IA
Parce que Jean-Charles, il dit, en fait, ça va être l'avenir et tout. Et je pense qu'il a raison. Par contre, en vrai, je pourrais parier qu'aujourd'hui, l'IA a un ROI négatif dans la boîte. Parce qu'en fait, ça leur coûte tellement cher d'avoir des gens dédiés à l'IA, tous les tools qu'ils ont et tout, par rapport à l'adoption des use cases qui est très faible. Je suis sûr que le ROI est négatif. Enfin, moi, mon gut feeling, c'est qu'il est négatif. Par contre, c'est un investissement, c'est un asset. Parce que si tu le fais pas aujourd'hui, tu n'apprends pas à tes équipes à travailler avec, à se poser les bonnes questions. Et donc, ils ont une phase qui est super intéressante de ce que j'appelle expansion-contraction. Ils ont commencé à dire on va faire le plus de use cases possible avec l'IA. Donc l'inverse de ce que tu fais quand tu veux développer un produit. Normalement, quand tu développes un produit, tu prends un problème et tu résous le problème. Eux, ils ont dit non, on va prendre l'IA et on va résoudre des problèmes, même ceux qu'on n'avait pas voulu résoudre. Et donc ils ont fait l'inverse de ce que tu dois faire quand tu as du bon sens. Mais du coup, c'est pas si con que ça, parce que du coup, ils se rendent compte que plein de trucs sont pas utilisés, mais qu'il y en a qui sont utilisés. Et donc du coup, c'est comme une sorte de startup studio de plein de produits internes. Et du coup, ils savent lesquels commencent à être utilisés un peu, et donc ils les améliorent. Et du coup, ils sélectionnent, donc ils contractent le nombre de use cases. Ils sélectionnent des use cases précis, et là, ils vont les taffer. Et ils ont des prompts maintenant qui font 4 pages, 5 pages et tout, pour aider les sales. Et ils ont des trucs qui commencent à être vraiment utilisés. Et tu vois, ça a mis 2 ans de gens qui sont payés très cher, tu vois, pour faire ça. Donc en fait, le ROI, il peut pas être positif, je pense, tu vois, en vrai. Et maintenant, si on regarde l'autre, il y a pas mal de founders, si on regarde l'autre côté, en fait, toi, en tant que CEO ayant la partie produit, comment toi, tu vois l'intégration dans ton produit? Comment tu… Ouais, bah pour le coup, de ouf. Nous, en vrai, nous, on croit vachement dans le copilote sales, en fait. Mais je pense que, moi, j'avoue, encore une fois… Nadia Satella dit que le SaaS est mort. Moi, pour moi, et on verra si j'ai raison contre lui, on pourra. Après, le SaaS, on a filmé. mais je pense que le SaaS n'est pas mort. En fait, je pense que pour moi, le SaaS, il est complémenté par l'IA et qu'en fait, c'est une combinaison des deux. Tu vois, en gros, et que c'est ça qui est fort. Tu vois. Et en fait, alors à moins que l'IA fasse vraiment des sauts, tu vois, technologiques hyper forts, ce qui est possible. Mais aujourd'hui, de ce qu'on voit et la traîne qu'on voit, c'est quand même ce qui est bien, c'est d'empower l'humain avec de l'IA. Et nous, les use cases sur les sales, ils sont évidents. C'est qu'en fait, par exemple, quand tu es sales, tu passes beaucoup de temps à faire de la recherche de compte. L'IA peut ingérer énormément de données et te réduire toute cette donnée à peu de choses. Et du coup, Alan, ils font des trucs comme ça où, par exemple, qu'on peut faire, ils vont scraper 10 websites différents. Donc, ils veulent attaquer Carrefour. Ils vont scraper 10 websites qui parlent de Carrefour. Ils vont prendre toute l'info. Ils vont te donner un prompt qui dit bah voilà, moi je vends ci, je vends ça, voilà ce qui m'intéresse. Et ils vont te redonner ça. Donc, en fait, le sales, au lieu d'avoir fait 10 pages qu'il n'a pas lues parce qu'il n'a pas le temps, en fait, il a un résumé des 10 pages qui est globalement utile pour lui. Par contre, est-ce que ce truc-là va être capable de faire le bon discours à la bonne personne au bon moment avec l'intelligence humaine? Pour l'instant, non. Ça, on a clairement du temps. On est qu'au début. On va peut-être s'arrêter là, parce qu'on a beaucoup parlé. Est-ce que vous avez… On va prendre des questions. Ouais, vous avez sûrement des questions. N'hésitez pas à… On a des gens très intelligents dans la salle, donc ils vont avoir des questions. J'ai peur. à lever la main. Une question, si tu devais faire une timeline par rapport au développement d'un SaaS vers la phase early stage, sans être au niveau de Salesforce, quelle méthode, je dirais, de vente tu indiquerais par ta timeline par rapport au développement de early stage jusqu'à, par exemple, comme landing? Alors, la question, en fait, c'est comment quelle timeline, en fait, et quelle méthodologie, en fait, tu vas mettre, en fait, en fonction de la croissance de la boîte. Est-ce que toi, tu as des… Ouais. Bah en fait, ouais, franchement, honnêtement, je ne sais pas trop répondre à cette question. En fait, si tu vois, par exemple, Salesforce, ils sont sales-led. Et partner-led. D'ailleurs, je sais pas que j'ai un ancien de Salesforce, faut pas que je dise trop de conneries. mais en gros, ah pardon. Non mais j'ai de. C'est dans le milliard à l'époque quand j'étais à 40 milliards, c'est un autre délire. Mais oui, effectivement. Non mais c'est en gros ce que je veux dire c'est, tu vois, Salesforce en fait ils ont encore le même modèle. Enfin ils passent par des partenaires. Et c'est encore, je pense, beaucoup le même modèle et de la vente directe, de ce que je crois connaître. Tu vois, HubSpot, ils ont du PLG et du sales, du product-led sales, et ils font certainement un peu d'autres bandes. Je ne sais pas s'il y a vraiment… j'avoue, tu vois, Notion, c'est une boîte PLG qui maintenant a des sales. Tu vois, en fait, je ne sais pas s'il y a vraiment tant de GTM qui se cumulent. Je ne sais pas, toi, tu connais plein de boîtes US, si tu vois mieux que ça. Je pense que la vraie question, en fait, c'est d'abord de regarder qui achète et pourquoi ils achètent, en fait. La logique de quel sales motion tu mets en place, elle est surtout liée à la buy-in journey en fait et comment tes acheteurs achètent. Si tu as des gens qui ont envie d'acheter ton produit en ligne, ça ne sert à rien de leur mettre des sales, en fait, tu vas juste ralentir tout. Si tu as un produit en fait, qui est hyper complexe et que ton client, pour prendre la décision d'acheter, il a besoin d'avoir 18 personnes, ouais, en ligne, en fait, il n'y arrivera pas, donc il faut que tu mettes de l'enterprise. Je pense que la vraie réponse, c'est comment les gens achètent. Un complément de réponse que j'ajouterais, c'est qu'est-ce que toi t'aimes bien faire pour vendre ton truc?
Guillaume, il adorait être connu, reconnu et créer plein de communautés et de gens autour de lui. C'était son truc, il est vachement bon là-dedans. Moi, je suis pas du tout aussi bon que lui. Moi, j'ai fait un autre truc qui, moi, me convenait bien. Et je pense que quand on est fondateur de boîte, on doit être celui, ou cofondateur, on doit être celui ou celle qui mène le go-to-market. Et donc, il faut qu'on fasse un truc dans lequel on est dans notre zone de génie, on se sent bon, on est efficace et on prend du plaisir. Et j'ai des potes qui sont enterprise sales et ils connaissent que ça et ils sont bons là-dedans. Moi, je suis une bille là-dedans. J'aurais été incapable de monter une boîte en faisant du sales complexe. Je suis complètement d'accord. Daniel Dines, qui est le fondateur du UiPath, ingénieur, lui, en fait, tout ce qu'il voulait faire, c'était des grands deals, c'était de convaincre des grands, parce qu'on lui a toujours dit que sa boîte, elle marcherait jamais. Il a fait enterprise, voilà, 40 milliards, IPO à 40 Comme on milliards. sait qu'on est ainsi de suite, ceux qui doivent faire le succès jusqu'à 1 million, bah, il faut faire le truc qu'on se sent capable de faire et dans lequel on est un peu génial, quoi. D'autres questions? Vas-y. J'avais une question, tu as parlé sur l'analyse, vous avez reconcentré vos personnages pour adresser une seule cible. Comment vous gérez la position à la fois des équipes produits et à la fois des équipes sales? Alors, la question, c'est sur comment, en fait, au sein de la liste, en fait, ils ont réaligné en fait les personas pour partir sur cette nouvelle phase de croissance. On répète les questions pour le micro, hein, que vous ne nous preniez pas pour des fous. Ouais, franchement, c'est une super bonne question et c'est assez difficile. En gros, en fait, c'est vrai que tu vois, aujourd'hui, les founders, ça reste beaucoup de nos clients. Et on a aussi envie de faire un bon produit pour eux. Enfin, tu vois, tu peux pas te permettre, déjà nous, d'un point de vue purement, tu peux pas te permettre de perdre 40% de tes clients. Et puis en plus, ta mission, quand tu existes depuis longtemps, c'est aussi de continuer à fournir un bon service, tu vois, à ces gens-là. Donc c'est pas comme si tu pouvais accepter de cutter. Donc tu vois, nous, la question de cutter certains personnages, de se dire c'est plus du tout un focus, on arrête, c'était clairement pas le truc. C'était plutôt de se dire comment on fait pour donner de la clarité, de se dire en fait, et d'ailleurs il y a un truc, c'est qu'avec la Mist, on a la chance d'avoir une acquisition naturelle super forte sur ces personas-là. Et donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est plus qu'on le visualise comme, en fait, tu as une baseline qui est en gros l'acquisition de founders, qui est surtout portée par Guillaume en vrai, parce que c'est Guillaume qui parle beaucoup à des founders. Et donc Guillaume, en fait, il continue à parler à des founders, à avoir sa marque et à être reconnu, et du coup à faire de l'acquisition. Et la marque, elle est aussi très connue auprès des founders. Et donc ce qu'on fait, c'est que le produit, on veut qu'il reste bien pour des founders, c'est-à-dire avec un budget qui est cool, avec des fonctionnalités qui sont bien. Donc on ne veut pas leur enlever des choses. Donc quand on fait attention à ce que ça ne dégrade pas l'expérience pour un founder. Par contre, on se dit que le reste de la boîte, c'est un stream qui doit rajouter, ça doit rajouter des streams de revenus, tu vois, qui sont plus dans notre ICP cible. Et donc, en fait, nous, on travaille tous pour rajouter, tu vois, au-dessus de ce stream, tu vois, de Founder, du marketing pour ce type de personnes, du contenu qui est de qualité pour eux, qui fait sens pour eux, parce que c'est pas les mêmes contenus que tu consommes quand tu es SDR dans une team de 10 SDR ou quand tu es Founder, tu t'intéresses pas à la même chose. Donc, on essaie de rajouter, tu vois, ce contenu-là, mais aussi après que dans le produit, on soit capable d'adresser ces comptes-là. Donc, en gros, c'est assez subtil, tu vois, il y a plein de petits détails. Mais tu as raison, c'est un gros enjeu pour nous et c'est un risque, tu vois, de que le produit soit plus du tout un fit pour des founders, que quelqu'un du coup s'en saisisse, tu vois, et que du coup on perde ça. Pour l'instant, on le voit pas, mais c'est vrai que c'est un peu l'enjeu qu'il peut y avoir, ouais. Il y avait d'autres questions, non? Ouais. Bonjour. Vincent Rivoche, CEO et founder de Moody. Donc la première IA de social listening et de veille concurrentielle. Oh putain, oh vas-y, pardon. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est moi qui prospecte et qui close. Depuis qu'on a lancé la commercialisation, on a un taux de closing qui est très intéressant parce qu'on a vendu à des grands comptes, BNP Paribas, Orange, et on a beaucoup closé. Et je me pose la question, comment tu fais quand tu recrutes ton premier sales pour pas éclater ton taux de closing comme ça quand tu vas commencer avant de Alors la fameuse question de comment on recrute son premier sales, c'est effectivement la partie la plus critique. Alors moi j'ai déjà peut-être une première réponse. En fait, on m'a toujours conseillé, et en tout cas c'est jamais recruter un seul sales, toujours en recruter deux en fait pour savoir s'il y en a un si celui que tu as recruté en fait est pas bon. Déjà, ça c'est le premier élément pour pouvoir les comparer. Et à chaque fois que j'ai conseillé et que les gens l'ont fait, en fait, ça s'est avéré assez vrai en fait de comparer la performance de deux sales. Après, juste. Non, mais moi en vrai, je connais pas trop cette phase, donc je vais pas trop répondre parce que j'ai jamais été, tu vois, à devoir recruter le premier sales d'une boîte. J'ai toujours été dans des boîtes où il y avait au moins 5-10 sales, tu vois, donc je sais pas, mais par contre je trouve que c'est un super bon conseil. Donc je pense que je sais pas si j'ai d'autres trucs à dire. Après, c'est nous un truc que j'ai vu qui marchait bien empiriquement, c'était des sales qui venaient de SN. Je sais que si je dois recruter un sales, j'aime bien les sales qui viennent de SN parce qu'en général, ils ont
Surtout au début, ils sont assez débrouillards parce que souvent ils doivent gérer une sorte de business unit où ils ont pas mal de fonctions différentes à coordonner. Et nous, par exemple, on a un ou deux sales de chez nous qui viennent d'agences de conseil ou de SN et je trouve qu'ils sont assez bons. Souvent, ils connaissent pas le software, mais tu peux les former. Donc voilà, moi, c'est ça mon tips, mais après, je ne saurais pas te dire spécifiquement, quoi. Après, pour l'avoir fait peut-être un peu plus que Charles, 2-3 choses en plus. Le plus important, en fait, c'est de réaliser que toi, en tant que founder, en fait, tu portes la vision de ta boîte. Et que, ayant la vision de ta boîte, tu peux t'engager et tu peux porter un discours en fait différent de ce que le sales va pouvoir porter. Donc déjà en fait, garder ça à l'esprit en fait, il y aura forcément un écart. Documenter la façon dont tu le vends et ce qui marche dans le discours que tu portes, ça va être un moyen aussi important pour l'adhésion. Et puis l'accompagner en fait, accompagner tes sales rapidement en fait au rendez-vous jusqu'à ce qu'ils soient vraiment autonomes. Mais pas en mode tu prends la parole, mais en mode tu leur dis ce qui a marché, ce qui n'a pas marché en fait, pour qu'ils continuent à apprendre. C'est là en fait où cette bascule de l'intelligence que tu as dans ta tête en fait vers tes commerciaux en fait, elle est loin d'être simple. Après il y a des très bons livres, on pourra en parler sur ce sujet-là si tu veux. Comment tu continues à apprendre quand c'est les sales qui font les rendez-vous clients que toi tu es plus en discovery? Alors question en tant que CEO, comment on continue à apprendre quand on n'est plus hands-on à vendre? Moi j'ai un avis en fait, c'est pas parce que c'est plus toi qui close que tu n'as plus le droit d'aller voir des clients. C'est toujours hyper important en fait et c'est même critique de continuer à aller voir des clients, d'aller voir des partenaires, d'aller dans les événements pour comprendre la tendance de l'écosystème, voilà, et de continuer à aller discuter avec ses clients existants. C'est le rôle du CEO en fait, hein. Le CEO c'est le premier sales au début de la création, mais c'est toujours le premier sales toute la vie, ce sera toujours le premier sales de la boîte. Au début peut-être avec des petits clients ou des premiers clients, ainsi de suite, après avec les plus gros, et puis dans tous les cas en fait la plus grosse vente qui sera à faire ce sera avec des investisseurs ou avec d'autres partenaires ou autres. Donc l'apprentissage en fait, il faut toujours aller voir ses clients, c'est pour moi la base quoi. Ouais, mais moi je pense que quelle que soit la taille, enfin, je pense que toi tu vois encore des clients. Enfin, Bah, t'as surtout, maintenant les rendez-vous sont surtout en ligne, donc t'as Mojo, t'as Gong, t'as tous les outils pour pouvoir écouter. Et si t'écoutes pas les calls que font tes premiers commerciaux et que tu continues pas à le faire en prenant ça et là pour faire des ponctions et t'assurer que le discours est bon, la découverte est bonne, etc., tu risques de perdre. Ouais. Ah ouais. mais de toute façon, c'est comme un Et rôle puis de après, sales manager. Enfin, tu vois, genre, c'est comme si quand tu es sales manager, en fait, tu vas en réunion, enfin, tu vas en meeting avec eux aussi pour les laisser faire et tu les laisses parler et tu vois si. Enfin, pour moi, ça correspond aussi à la question tout à l'heure. C'est en fait au début, quand tu recrutes quelqu'un, tu l'emmènes en meeting avec toi tout le temps. Globalement, il dit rien et tu dis tout. Et puis l'idée, c'est que ça switch petit à petit et qu'à la fin, ça soit lui qui dise tout et toi rien. Et puis de temps en temps, tu viens vérifier. Et d'ailleurs, je pense que quelle que soit la taille, c'est toujours une bonne pratique d'aller voir ce qui se passe avec le client, mais que ce soit en clientèle, au support client, tu apprends plein de trucs en allant voir des tickets. Enfin, je pense que plus tu es au contact du client quand tu es CEO, même si level, peu importe, plus tu prends des décisions intelligentes. Hein. De toute façon, il n'y a pas de… Et puis après, plus la boîte va être grande, hein, quand tu vas dépasser les 100, 150, en fait, il y a une fonction qui est hyper importante en fait, pour continuer à avoir une vraie vision proche du marché, c'est la fonction de product marketing, qui a justement en fait, dans sa casquette cet objectif d'aller discuter avec les analystes, de regarder tout ce qui se passe en fait, de comprendre les tendances pour en extraire en fait la vision. Et moi, en tout cas, dans les boîtes dans lesquelles je suis passé, à chaque fois que j'ai mis en place la fonction product marketing, l'objectif était d'alimenter le codir pour dire voilà ce qui se passe, voilà où ça doit aller, et pas juste le produit ou pas juste les sales. Un des piliers en fait, c'est d'alimenter aussi la réflexion des founders et la réflexion des comités de direction. Quoi. Vas-y. Ouais, Guillaume, Salesforce aussi. Non, J'espère que vous avez compris que c'était l'idée générale. Je me rattrape comme potentiel avant-vente, pas commercial. Rien à voir. Voilà. Fondateur d'une boîte qui aide les commerciaux à se former, justement à scaler lorsqu'on bascule sur une dizaine de commerciaux. Question justement de ton expérience sur un marché plutôt mid. Tu mets combien de commerciaux par million ou par centaines de milliers d'ARR? Alors la question, si j'essaie de la reformuler, c'est comment on size une équipe commerciale en fonction de la taille du business ou en fonction d'autres critères. Quand tu dis c'est en millions d'ARR potentiels. Ouais. Non, réalisé. Du coup, c'est plutôt des CSM, enfin des gens qui gèrent le portefeuille. Alors là, moi, je plutôt définition de quota. Oui, une définition de quota sur du sales led. Ah, combien tu donnes de quota à un sales en mid-market?
Alors, mettons que tu fasses, ton objectif est de faire 1 million cette année, tu alignes combien de sales pour le faire? Ouais. Faut regarder empiriquement. Enfin, je pense en fait, faut mélanger plusieurs méthodes. Donc, tu as soit tu as de l'historique et tu peux voir. En fait, souvent, c'est comme tout, quoi. Faut regarder plusieurs méthodes. Après, tu as des méthodes plus arithmétiques de dire je vais donner tant de comptes, voilà globalement mon taux de conversion. Moi, je pense qu'il faut faire gaffe à pas trop breakdown ça parce qu'en fait, sinon, tu as un peu des effets de bord quand tu commences à faire des modèles trop compliqués. Donc, de garder des trucs simples, mais dire par exemple, je sais que je peux te donner, je sais pas, 1000 comptes par an. Sur ces 1000 comptes, tu vas être capable d'en closer tant. Après, tu peux faire intervenir des notions de stock, c'est-à-dire combien de temps ça prend à closer. Enfin, donc, tu vois, un petit modèle Excel qui te donne déjà une idée de ce qui est possible. Et après, tu as le retour sur investissement que tu attends. Tu vois, en fait, en mid-market, si tu dis par exemple, je fais des deals à 50K, après, je pense que ça dépend vachement de la maturité de ton PM, de ton produit, de ta marque et tout. Mais tu vois, pour moi, l'ordre de grandeur, c'est à peu près à partir de 350-400K annuels. Donc, tu vois, je pense que c'est ça commence là, tu vois. Et potentiellement 1 million, tu vois, entre 350-400K et 1 million par an de quota par sales. Ça me semble être à peu près ce que tu arrives à faire quand tu as vraiment un PMF, que tu as plusieurs clients répétables. Après, si tu es à tes 3 premiers clients, je pense que c'est très différent. Et là encore, ce n'est pas trop ma zone d'expertise. Je pense que c'est hyper spécifique à la boîte, quoi. Mais, En fait, je pense qu'au début, il faut y aller de manière empirique. Voilà, et après, basé sur la data, tu vas pouvoir te projeter. Il y a quand même des éléments en fait, qui permettent de calculer et qu'il ne faut pas se tromper. C'est en fonction de ton cycle de vente, du nombre de rendez-vous que tu vas faire, de la complexité de ton cycle de vente. Tes sales, en fait, ils ont une capacité finie en fait, à délivrer. Donc, en fait, tu peux faire ce qu'on appelle un capacity planning, c'est-à-dire calculer, en fait, basé combien ils ont besoin de rendez-vous pour faire tant de rendez-vous pour closer un deal, ils ont besoin de tant d'opportunités, et ainsi de suite. Tu vas assez vite savoir, en fait, combien tes sales peuvent délivrer de meetings ou de chiffres, et après, tu valorises avec ton revenu. Et puis après, ça dépend aussi de la structuration de tes sales. Est-ce qu'ils sont full cycle et du coup, ils font de la prospection jusqu'au closing et à l'onboarding? Est-ce qu'ils font que le closing? C'est assez compliqué de donner une réponse dans l'absolu comme ça. Et après, le dernier critère que tu peux prendre aussi, c'est le ratio quota to OTI. Donc, le quota par rapport en fait à l'on-target earning, donc à leur salaire objectif atteint. Et là, en fait, tu as des ratios qui existent, en fait, suivant mid-market, enterprise, et puis le revenu. Grosso modo, en fait, et puis ça dépend aussi si tu as envie d'être challenging ou plutôt gentil avec eux, entre 4 et 6 sur du mid-market. hors charge. Hors charge salariale. Hors charge, ouais. Okay. 4 et 6 fois. Donc, si tu as un sales qui a 100K, il doit faire entre 400 et 600K pour que ce soit rentable hors charge. Sur du mid-market. Voilà. Ça te donne un... C'est pour ça que tu prends plusieurs méthodes et en fait tu regardes et après, c'est dur, t'as pas une science exacte, quoi, mais il faut prendre plusieurs méthodes. Ouais. Et savoir combien de deals tu penses qu'ils peuvent vendre. Je pense qu'à force de faire des trucs en fait pouce mouillé, tu vas arriver en fait à un truc où tu vas te dire effectivement en fait. Mais le multiple 4 fois, 5 fois, c'est quand même la base. Si tu as un mec qui coûte 100 000 et qui close de 100 000 par an, tu es à peu près sûr de perdre. Quoi. Ouais, c'est sûr. Après, si tu as un churn de 0 ou que tu es au tout début, tu vois, il peut y avoir d'autres éléments à prendre en compte. Tu vois, si tu es sur du Velocity, par exemple, tu peux mettre un multiple plus élevé. Enfin, bon, si tu es sur de l'enterprise plus petit, c'est vraiment assez aléatoire. Vas-y. Question, est-ce que tu as des conseils best practice au niveau go-to-market pour l'ouverture du nouveau marché géographique? Par exemple, un SaaS qui marche bien en France, qui veut aller aux US. Alors, la question, c'est sur l'ouverture à l'international. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? C'est un métier perroquet. Ouais, c'est hyper dur. Alors, chez Skello, on a raté. Enfin, je devais lancer l'Espagne et l'Allemagne. Et l'Allemagne, j'ai totalement raté. Et l'Espagne, ça marche, mais c'est pas, tu vois, genre, c'est pas ouf. Donc, quels sont les apprentissages? En fait, il y a un premier truc je pense qu'il y a une vraie question à se poser sur le produit que tu vends. Est-ce qu'il est régionalisable facilement? Parce que tu vois, Skello, en fait, Botify, c'était vraiment super simple, c'était le même produit. Il n'y avait aucune différence. Skello, c'est un peu des HR. Donc, en fait, tu as des conventions collectives différentes. Donc, en fait, tu as de la régionalisation du produit. Donc, ça, je pense, c'est la base de la base, c'est de se dire, est-ce que mon produit, ça va être le même ou non? Déjà, si ce n'est pas le même produit, là, tu commences à rentrer dans les problèmes parce qu'en fait, ça veut dire que ta team produit, il faut aussi qu'elle soit capable de délivrer sur des nouveautés, des nouvelles features et tout. Et là, pour le coup, moi, je trouve que c'est un des trucs qui nous a coûté cher. Après, il y a la notion de focus, tu vois, d'être capable de vraiment mettre beaucoup de focus sur un pays. Et franchement, c'est hyper dur. Et après, en tout cas, Agicap, ils ont une approche qui est intéressante. Nous, en fait, l'approche qu'on a faite pour lancer l'Allemagne et tout, c'était une approche un peu low cost. Qui je pense est pas mal, qui était, on prend des mecs qui sont des sales un peu expérimentés, qui ont vraiment la dalle, et on en prend 2-3, tu vois, avec un mec un peu plus senior, et on les fait vendre le truc, tu vois.
Et ça, en Espagne, ça a plutôt bien marché. Enfin, ils vendaient, tu vois, ils vendaient un peu, alors qu'on avait un produit qui n'était pas vraiment un fit. En Allemagne, c'était vraiment dur. Mais il y a l'approche totalement différente que Agicap a fait et qui, pour le coup, a beaucoup marché chez eux. C'est qu'ils ont pris des mecs de McKinsey, BCG, tu vois, des gars vraiment qu'ils ont payé cher. Et ils ont dit, en gros, tu te démerdes, ta carte blanche. Ils ont fait vachement de décentralisation. Ça, j'y crois quand même pas mal. Quand tu veux lancer un pays, au début, t'as rien. Il faut vraiment laisser les mains libres en fait, au pays pour faire des trucs. Et c'est un peu ça le problème que tu as quand du coup tu dois régionaliser ton SaaS, c'est qu'en fait, tu n'as pas vraiment les mains libres parce que tu n'as pas le produit qui va. Tu vois. Mais pour moi, le truc, c'est donc cette approche de dire on prend un profil genre Top Gun et on se dit vas-y, on lui donne un budget genre de 2 millions et on lui dit à la fin de l'année, il faut que tu aies atteint ça, truc. Je pense que c'est quand même une bonne approche. Mais par contre, tu as intérêt à avoir un gars qui peut avoir les coups des franches. Parce que sinon, c'est la course aux excuses, quoi. C'est j'ai pas fait à cause du produit qui est pas prêt, j'ai pas fait à cause de ci, ça. Donc moi, je pense qu'un bon playbook, si tu as de l'argent, ce qui est rarement le cas, c'est en effet de te dire je prends un gars en Allemagne, un gars en Espagne, je prends un DG qui a la tête vraiment bien faite, je prends plein de refs et tout. Idéalement, un mec qui a aussi fait de l'entrepreneuriat, tu vois. Et je lui dis clear contracting, t'as tant d'argent, tu dois arriver à temps. Je build le truc avec lui et c'est lui qui décide et c'est lui qui opère. Et tu vois, comme ça, il y a vraiment zéro excuse. Ça, je pense que c'est un bon playbook. Enfin, Agicap l'a quand même bien démontré. Et après, tu as le playbook Spendesk, pour le coup, qui est assez impressionnant sur l'Allemagne, je trouve. Parce que Spendesk a vraiment super bien marché en Allemagne. Et là, pour le coup, ils ont pris des sales qui étaient basés en France, qui venaient du marché français, qui connaissaient super bien le produit, qui étaient natifs de la langue. Et ils ont fait développer ce pays par cette personne, quoi. Et c'est une nana, en l'occurrence, elle a fait 1 million d'ARR toute seule, je pense. Enfin, c'est ce que j'avais retenu. Et elle, pour le coup, elle a lancé le pays. Ça, c'est vraiment insane. Ça, je pense, c'est vraiment le top du top quand tu peux avoir ça. Et chez Skello, malheureusement, on n'avait pas des gens qui parlaient allemand pour faire ça, donc on n'a pas pu. Mais ça, je pense, c'est un bon playbook aussi. Ouais. Je vais rebondir. Il y a quelques semaines, en fait, on a fait un atelier au sein de France Digital avec dans le cadre du cercle des CSO. Et justement, en fait, sur l'internationalisation, il y a 4 learnings en fait qui sont ressortis. Le premier, en fait, c'est garder en tête en fait que pour ouvrir un pays, il faut comme s'imaginer en fait que tu as 1 million de runway à avoir pour chaque pays que tu vas ouvrir. Parce que en fait, tu vas avoir besoin. Parce que tu vas avoir besoin en fait de traduire des choses, tu vas avoir besoin de faire du marketing, tu vas avoir besoin peut-être de recruter des gens, ainsi de suite. Et tout ça, ça va te coûter de l'argent avant que ça t'en rapporte. Donc c'est 1 million quasiment, la métrique, alors c'est jamais toujours pareil, mais la métrique qu'on garde, c'est 1 million par pays que tu veux ouvrir. Donc si tu n'as pas 1 million en banque, grosso modo, ça va être compliqué en fait d'ouvrir et d'être serein sur l'ouverture et d'investir suffisamment sur le long terme. C'est le premier truc. Le deuxième, c'est qu'il est possible d'ouvrir des pays, en fait, en tout cas de démarrer des pays sans avoir des personnes sur place. Pigment l'a très bien fait. Pour le coup, ils ont ouvert, je crois qu'ils ont commencé à avoir quelqu'un aux US après avoir ouvert leur 200e compte. Ils ouvraient tout depuis la France. Donc c'est possible, en fait. On nous dit toujours qu'il faut avoir des gens sur place, mais c'est possible de ne pas le faire. Alors après, il faut avoir des gens qui connaissent très bien le marché en local, ainsi de suite, mais c'est possible. Troisième, c'est que un levier en fait qu'on sous-estime souvent, c'est le levier des partenaires. En fait, il faut comprendre en fait comment on achète et comment on vend en fait dans un pays. Souvent en fait, et suivant le produit que tu vends, mais ton écosystème de partenaires va pouvoir t'aider à accélérer en fait, à t'amener si tu trouves les bons partenaires sur les pays pour accélérer en fait ces premières acquisitions de clients. Et puis le dernier point en fait, qui pour moi en fait est peut-être le plus important, c'est de pas se tromper en fait sur le titre. Quand tu recrutes ta première personne, de pas te tromper sur le titre que tu veux lui donner en fait sur la première job desk. Faut pas donner le titre de country manager, mais le titre de country opener. Et ça change a priori drastiquement tout. Moi, j'ai pas fait ça. Voilà. Sur la job desk, country opener en fait donne bien l'idée de la personne de je suis tout seul, je me démerde. Alors que country manager, c'est faites en sorte que ça marche pour moi. Quoi. Donc voilà, c'est le dernier truc sur lequel tout le monde était d'accord. Une question un peu dans la continuité, Jean-Guillaume, à Créative, un peu dans la continuité de la question juste avant. Tu nous parlais de l'Allemagne, tu nous parlais de l'Espagne. Sur quels critères tu t'es basé sur ta décision d'ouvrir ces pays-là ? Ouais, alors honnêtement, c'était déjà un peu vendu dans la série B, mais il y avait une grosse analyse qui avait été faite avec... Franchement, c'était comme un travail de cabinet de strat, c'est-à-dire en gros la taille du marché, la concurrence qui existe, enfin les gros trucs qu'il y avait dedans, c'était c'est ça, c'est la taille du marché et la structure du marché. Donc par exemple les restaurants, combien il y en a, comment ils sont structurés, est-ce qu'ils sont en point de vente, etc. Il y a la concurrence, c'est un gros élément, c'est-à-dire est-ce qu'il y a déjà des acteurs locaux, à quel point ils sont bien établis, etc. Tu as le coût évidemment d'ouvrir et d'opérer dans ce pays. Tu vois,
combien ça coûte. Et après, tu as les aspects de régionalisation de ton produit. C'est-à-dire, est-ce que c'est facile ou pas facile de pouvoir adapter ton produit à la langue et au pays. Et puis, tu as aussi, est-ce que tu as déjà du business là-bas? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà des clients? Parce que tu parlais de partenaires, mais honnêtement, c'est du taf quand même d'avoir des partenaires. Mais par contre, tu peux déjà avoir un début de partenaire, des mecs qui t'aiment bien, tu vois, qui adorent ton produit, qui l'ont découvert un peu par hasard. Et du coup, tu peux déjà avoir des débuts tu vois, de clientèle. C'était un peu ça les grands trucs. J'oublie peut-être des choses, mais ça avait été une grosse étude qui a été faite. Après, je pense que la réalité, c'est que c'est quand même beaucoup à l'instinct, quoi. Tu vois, tu peux justifier comme tu veux, mais. Ouais. Et puis après, moi j'ai un exemple là, d'un de mes concurrents. Ils sont partis, ils ont dit on va ouvrir l'Espagne. Et ils ont investi énormément pour ouvrir l'Espagne. 2 ans après, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont très profitables. Par contre, ils n'ont que 5 clients en Espagne. Et ils en ont signé 300 en fait LATAM. Parce que en fait, en adressant le marché espagnol, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont converti en fait en Amérique du Sud. Donc, il y a aussi cette ouverture, cette souplesse de se dire, je vais sur un marché, j'y vais pour apprendre et je vais voir ce qui marche aussi en fait, et de pas se limiter et de peut-être découvrir des choses différentes, quoi. Je pense que sur l'international, tu as une grosse question qu'on n'a pas trop évoquée, c'est aussi est-ce que tu as vraiment besoin d'opérer localement, tu vois. Parce que nous, en fait, tu vois, chez Lemlist, on a des clients partout dans le monde, on opère que de la France, quoi, tu vois. Donc, est-ce que ça nous apporterait d'avoir une filiale locale? Par contre, quand tu fais de la vente grand compte, c'est compliqué de ne pas avoir de filiale. Parce que tu vois, nous, on vendait, je sais pas, genre Amazon, Nike, Walmart, trucs comme ça. Tu vas pas leur envoyer un purchase order d'une boîte française. Enfin, tu vois, genre même le contrat. Ils vont pas signer un contrat en droit du travail français, enfin ça leur plaît pas trop, donc et ils vont vouloir dealer avec des Américains, etc. Donc tu as quand même cette question qu'il faut se poser de est-ce que j'ai besoin d'opérer localement? Tu as beaucoup de boîtes françaises qui opèrent depuis la France à l'étranger, partout. Par exemple, je crois qu'ils ont des boîtes internationales depuis Paris. Ça se fait aussi, hein, donc t'es pas forcément obligé d'avoir un local entity, quoi. Pour le coup, partout, ils ont ouvert leur premier pays en envoyant quelqu'un directement. Vincent Corrier, c'est comme ça qu'il a. Quel pays? L'Espagne. Ok. Ils ont l'Espagne directement sur place. Ils ont pas mal d'internationaux ici à Paris, quoi. Ouais. Je vous propose qu'on s'arrête là et on va pouvoir continuer les échanges. Merci beaucoup Charles pour ces échanges.